aujourd'hui, pour clore la période maniériste, pourrait-on dire, nous avons donc en Inde, à Fatehpur Sikri, avec un joli sous-titre, si j'ose dire, c'est donc une citation. Seigneur, tu auras un fils et il s'appellera Victoire. Et vous verrez, bien sûr, au cours de cet exposé, qui, quand, quoi, où et comment cette phrase se situe et l'importance qu'elle va avoir. Les personnages dont nous nous occuperons ce soir, c'est un empereur, et l'un des plus grands peut-être que l'Inde est connu, c'est l'empereur Akbar, le troisième de la grande dynastie des Moghols, et à côté de lui, celui qui a été, au fond, son compagnon de toujours et un peu son inspirateur de toujours, celui qui s'appelait Birbal, et qui a reçu donc le titre de Raja, c'est-à-dire le titre de roi en fait. Vous avez été habitués jusqu'à présent, moi aussi d'ailleurs, à ce que face à l'homme de pouvoir, il y ait un artiste, ou tout au moins un grand humaniste, ou tout au moins un grand philosophe, bref, que le dialogue entre le pouvoir et le génie soit parfait. Mais cette fois-ci, alors vraiment, c'est singulier parce que Birbal était totalement analphabète, totalement déculturé, il ne connaissait rien à rien, mais il savait vivre. Alors, en fait, c'est lui qui a incité Akbar à créer cette espèce d'extraordinaire paradis qu'est Fatehpur Sikri. Nous ne serons d'ailleurs pas qu'à Fatehpur Sikri, nous irons aussi nous promener un peu à Agra pour visiter la résidence officielle d'Akbar et des grands Mongols, le fameux fort rouge. Et entre Fatehpur Sikri et Agra, à peu de choses près, nous irons à Sikandra pour voir le tombeau de l'empereur Akbar. Donc en fait, nous tournerons essentiellement autour de l'étrange personnalité de Akbar ce soir, mais pas seulement à Fatehpur Sikri, bien sûr. Alors, bien sûr, j'aimerais commencer surtout en vous présentant le personnage qu'est Akbar. Je vous parlerai bien sûr de son papa, de sa maman, de ses angoisses quand il était petit, ça c'est évident. Mais un tout petit peu plus tard, j'aimerais le présenter de façon plus générale d'abord, si vous permettez, parce que c'est curieux. On a beaucoup de rapports et de chroniques sur Akbar, et elles sont très extraordinairement diverses. Je veux dire par là que, parlant de contemporains, de gens qui l'ont connu, de gens qui l'ont approché, de gens qui ont été même parfois si familiers, les rapports, les écrits changent du tout au tout. Pour les uns, Akbar est un des plus grands personnages que le monde ait jamais porté. Pour les autres, c'était un affreux mesquin. Pour les uns, il était d'une culture absolument démentielle, et d'autres nous ont dit qu'il était aussi analphabète que Birbal. On nous a dit qu'il était généreux, d'autres en font un rapia à côté de qui Astagon fait figure d'enfant de cœur. Autrement dit, c'est vraiment une personnalité extrêmement double, extrêmement ambiguë et qui échappe en fait un peu à toute définition. Alors, pour commencer, je vais tenter de vous le définir et de le définir par analogie, si vous êtes d'accord. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnages qui appartiennent à notre histoire occidentale, donc nous avons chance peut-être de mieux connaître que nous connaissons Akbar, et tous ces personnages me paraissent révéler au fond une facette, pourrait-on dire, de l'empereur Akbar. Donc, je vais vous dresser une espèce de portrait d'Akbar en utilisant des points de trait de gens qui, encore une fois, vous sont peut-être plus familiers. Premier trait important de la nature de Akbar, c'est indubitablement un homme qui a consacré une vie entière, un règne entier, et qui a même essayé, je dirais, de consacrer un continent entier au rêve et, si vous préférez, à l'onirisme, c'est-à-dire un homme qui a vraiment fait du rêve une sorte d'esthétique, mais même mieux peut-être de ligne de conduite. Et en cet aspect-là, c'est un personnage qui me rappelle singulièrement quelqu'un que vous connaissez, c'est Akhenaton, pharaon d'Égypte. Vous savez qu'Akhenaton a fondé lui aussi une ville qui a duré ce qu'elle a duré, 12 ans dans le cas de quelle est la Marna. C'est 14 ans pour Fatehpur Sikri, mais ne serait-ce que ce parallélisme de destin, c'est-à-dire être sorti du monde pour créer son univers en soi, me paraît être un rapprochement assez intéressant entre Akbar et Akhenaton. Et je fais les deux avec une espèce de vision mystique, absolutiste, qui est assez comparable aussi. Deuxième facette d'Akbar et deuxième personnage qu'on va invoquer pour l'appuyer, indubitablement, Akbar, qui est un homme de cour, qui est un homme qui a dirigé une cour et une cour brillantissime, au fond de son cœur est un solitaire. C'est un homme qui a besoin de la solitude. C'est un homme qui tout d'un coup avec une espèce de coup de gueule terrible pour qu'on le laisse farouchement seul. Et en cela, il me rappelle un autre grand solitaire de notre histoire, c'est l'empereur Adrien. Et je pense que Akbar, à Fatehpur Sikri,
qu'il devait vivre un peu comme a vécu Adrien Tivoli. Il devait y avoir aussi en lui cette espèce de besoin de se retrouver, de se retremper dans une totale solitude, solitude de l'étude pour Adrien, solitude de la méditation peut-être pour Akbar. Troisième trait de sa nature, et qui est un trait intéressant, tous les rapports en cela, tous les témoignages en cela convergent. C'était un homme extraordinairement farouche. Je veux dire par là qu'il pouvait passer d'une égalité d'humeur absolue à des moments de complète hypochondrie, complète, des moments de dépression absolument terribles, ou même avoir des colères absolument monumentales et parfois d'ailleurs mortelles. Et il me rappelle là aussi un troisième personnage que j'invoque et dont j'ai eu l'occasion de parler un tout petit peu, de citer un tout petit peu, c'est cette extraordinaire figure qui a été Frédéric de Hohenstaufen, qui lui aussi a rêvé hors du monde, à Casper del Monde, de créer au fond une espèce de monde nouveau, qu'on pourrait presque appeler un monde meilleur. Vous voyez, on a déjà Platon, Adrien, Frédéric de Hohenstaufen, c'est pas mal, mais permettez-moi juste de continuer encore un tout petit peu. Akbar est un homme étrange. Il est étrange, sa nature est étrange, son comportement est étrange, et ses goûts le portent à l'étrange. Il aimait tout ce qui était rare, il aimait tout ce qui était bizarre, il aimait tout ce qui est marginal. Et en cela, il me rappelle aussi un personnage dont j'ai parlé un peu plus longuement que Frédéric, c'est ce fameux archiduc Ferdinand de Habsbourg, dont j'avais cité, souvenez-vous, les collections et l'esprit des collections dans son idée de Embrasse, où souvenez-vous qu'il se faisait servir ou par des mains ou par des géants. Et l'on trouve aussi ce goût de l'étrange, ce goût du hors norme, absolument chez notre Akbar. Autre trait à citer à l'appel, Akbar est un écorché. Il n'y a pas toute sa vie entière d'ailleurs l'a écorché. Tout à l'heure nous parlerons des premières années, elles sont absolument terribles. C'est un écorché qui n'a jamais réussi à soigner un certain nombre des plaies de son cœur. Et en cela, au fond, son œuvre est une forme d'exorcisme. Par là même, il est absolument jumeau d'un personnage dont j'ai abondamment parlé alors, c'est Vicino Orsini, qui, dans son fameux jardin de Bomazzo, si vous vous souvenez, le Bosco Sacro, a lui aussi créé une espèce d'univers qui était censé être presque une forme d'homéopathie à la blessure intérieure. En plus de ça, disons qu'il était un excessif total, notre Akbar, excessif alors dans le quotidien absolument, et il me rappelle du coup quelqu'un dont je vous parlerai, ce sera un peu plus tard, c'est cet Anglais extravagant qui s'appelle William Beckford, qui avait hérité d'une des plus fabuleuses fortunes de l'histoire de l'humanité, la fortune des colonies et des épices au XVIIIe, soit dans la bonne époque, et qui a créé en plein XVIIIe, c'est-à-dire en pleine période rococo, une fausse abbaye gothique en ruine aux portes de Londres. C'est-à-dire alors complètement à contre-courant. Eh bien, nous verrons que Akbar est aussi un homme du contre-courant. Et en définitive, si on fait la somme de tout, histoire de vous présenter un dernier personnage, je vous dirais qu'Akbar s'est ingénié pendant 63 ans de vie terrestre à nous laisser l'image d'un être complètement irréel, et je dirais plutôt complètement lunaire. C'est un homme qui a au fond le caractère impalpable de la Lune. Et en cela, indubitablement, il fait penser à Louis de Bavière. Donc vraiment, vous voyez que nous avons une facette de personnage assez extraordinaire autour de lui, et pour aider à le mieux comprendre, on a cité Akhenaton sur le plan de cette mystique absolue, Adrien sur le plan de ce besoin de solitude, Frédéric de Hohenstaufen dans le besoin farouche d'exister, Ferdinand de Habsbourg pour le goût à l'étrange, Vicino Orsini pour les blessures intérieures, William Beckford pour le côté dandy, et Dieu sait si Akbar l'avait vu aussi, et enfin, en synthèse de tout cela, Louis de Bavière, et je crois que peut-être ce dernier personnage à lui seul aurait pu suffire. Mais donc vous voyez que le personnage que nous allons appréhender ce soir est un personnage intéressant, fascinant, mais donc maintenant vous devez avoir encore plus envie que tout à l'heure de connaître. Alors nous allons voir maintenant un portrait de Akbar. En fait, je vais vous présenter trois portraits de Akbar en frontispice, disons, à notre rencontre. Trois portraits qui se situent à trois moments extrêmement importants de sa carrière, appelons-la politique. Ensuite de quoi, bien sûr, je vous expliquerai cette carrière même, mais il est peut-être bon de commencer en voyant ses miniatures. Alors la première est une splendide miniature. Elle date de l'intronisation même de Akbar, car il faut savoir que sa carrière de grand Mongol a commencé extrêmement tôt. Il avait à peine 13 ans quand il est monté sur le trône. Et comme en fait c'était un
un jeune homme extrêmement fluet, extrêmement chétif. Akbar, c'est la petite chose que vous voyez là au milieu. C'est-à-dire que, en fait, vous voyez celui qui a été son père nourricier, l'homme en jaune ici, en train de le confier à celui qui est le régent d'empire que vous avez là. Donc entre le sol des mortels et le sol des immortels, c'est-à-dire entre, si vous voulez, l'homme qui est là et le souverain qui est ici, la petite chose là, c'est Akbar. Et donc, c'est Akbar le jour de la prise de pouvoir, c'est-à-dire ce moment où tous les princes de l'Inde avaient convergé vers Delhi, la scène se passe à Delhi, pour apporter au jeune souverain ce qu'il y a de plus beau, de plus rare, de plus nouveau, de plus étrange pour un enfant, qui un guépard, qui un tigre, qui un faucon de chasse, des chevaux, etc. Donc c'est une sorte de scène de remise de tribut en bonne investiture qui est remarquable. L'auteur de cette magnifique miniature est un auteur persan, acclimaté à la cour de Delhi. Et la miniature même, pour que vous sachiez tout, se trouve à l'heure actuelle à Londres, au Victoria and Albert Museum. Deuxième miniature que je vous présente, celle-là est beaucoup plus, si j'ose dire, attendue. Je veux dire, vraiment, c'est un portrait de souverain, un portrait officiel. Là aussi, c'est un portrait tout à fait remarquable, signé d'ailleurs par un des plus grands peintres de la cour moghole, qui était d'origine persane aussi, était indianisé à ce moment-là. C'était le peintre officiel de Akbar, et ce portrait-là a été copié, dit-on, plus de 1000 fois. En ceci qu'il a servi de modèle à toute une série de pages démarquées qu'Akbar envoyait, là encore, en cadeau de bonne investiture, de bon début de règne. Alors, il y en a dans tous les musées et dans toutes les grandes collections du monde des copies de celui-ci, mais cet original que vous avez sous les yeux, cette œuvre absolument insigne, se trouve à l'heure actuelle au Metropolitan de New York. Quant au troisième portrait, c'est peut-être le plus hallucinant de tous. Entre nous soit dit, c'est d'ailleurs une des plus belles miniatures mongoles de tous les temps. Akbar, c'est pas celui-là, je vous le dis tout de suite, c'est celui-ci. À savoir qu'il s'agit d'un très singulier portrait qui a été fait par le fils d'Akbar, le grand Moghol Jahangir, successeur bien entendu, le jour où, disons, les jours qui ont suivi la mort du père. Et donc il tient à la main et nous montre du coup le portrait d'Akbar à la toute fin de son règne. Donc vraiment, vous avez vu, disons, les trois grands moments de l'existence de Akbar, cette naissance à l'idée de pouvoir à l'âge de 13 ans, cette naissance au pouvoir effectif, et ensuite cette naissance à un monde meilleur à l'âge de 63 ans, puisque Akbar, en fait, a quitté le monde à l'âge de 63 ans. Le portrait que vous avez là est absolument exceptionnel, je dois dire, parce que c'est la seule miniature mongole que nous connaissions au monde qui représente sur une même page un vivant et un mort. Je veux dire par là qu'un certain type de convenance de la mentalité orientale, et en particulier moghole, interdisait en fait cette sorte de rapport entre l'ici-bas et l'au-delà. Donc Jahangir a vraiment ici, pour montrer qu'il serait fidèle à jamais aux lignes ouvertes par son père, briser un des grands tabous de l'époque. Et donc ce dialogue entre le jeune homme et son portrait est un dialogue absolument extraordinaire, d'autant qu'on a l'impression qu'Akbar est en train de donner à son fils une leçon de bon gouvernement. Vous voyez qu'il tient à la main la boule du monde et que d'un index extrêmement combinatoire, c'est-à-dire il la présente à son fils et le fils a l'air d'écouter cette espèce de leçon de règne que lui donne le père. Alors, cette miniature-là, vraiment, encore une fois, une des plus belles qui soit, est pour quelque temps encore dans une collection particulière à Washington. Mais elle est déjà promise à un monde meilleur. Alors, je vous ai donc présenté trois portraits d'Akbar, les plus beaux qui soient connus, mais en même temps, quand même, trois portraits de l'école moghole qui sont parmi les plus insignes que l'on puisse connaître. Donc, vraiment, on a déjà vogué très haut, si j'ose dire. Maintenant, on passe un tout petit peu plus loin pour savoir qui était Akbar. Alors, je ne parle plus maintenant de ses errances intérieures, je parle effectivement du personnage historique. Bien, si je devais donner une définition d'Akbar, une première définition d'Akbar, je dirais c'est un homme qui est né pour régner sur le monde, savait qu'il était né pour régner sur le monde. La phrase peut paraître un peu bizarre, un peu étrange et un peu rapide, mais je crois qu'elle est parfaitement vraie. Je veux dire par là que Akbar est fils de grand Moghol et petit-fils de grand Moghol. Il sera père de grand Moghol, il sera grand-père de grand Moghol et arrière-grand-père de grand Moghol. Autrement dit, il se situe au beau milieu d'une des dynasties
les plus purs sur le plan de la succession que l'on puisse imaginer dans les cours orientales tout au moins, une des dynasties aussi les plus conscientes des responsabilités et des privilèges de son pouvoir. C'est-à-dire que véritablement, depuis tout petit, on lui a appris qu'un jour il régnerait sur le monde. Donc je crois, s'il revenait tout d'un coup parmi nous et qu'on lui disait qui est fou, il dirait tout de suite celui qui devait régner sur le monde. Parce que vraiment, cette idée dynastique est extrêmement importante. Un point plus précis maintenant, il faut se souvenir qu'il est le petit-fils de celui qui a lancé l'épopée des Moghols en Inde. Cet homme-là s'appelait Babur, vous le connaissez certainement, il a paru beaucoup de livres à l'heure actuelle, des meilleurs au pire, disons bien, mais enfin, il a paru beaucoup de livres sur Babur, et vous devez vous souvenir donc que cet homme qui est parti trotter et poussiéreux d'une petite cour du Fergana où il n'avait même pas de quoi ferrer ses chevaux, a réussi à réunir assez de compagnons autour de lui pour former une armée, descendre littéralement sur toute l'Asie, déferler sur l'Inde, annihiler la puissance des sultans de Delhi et prendre leur place avec ce titre nouveau de Moghol. Donc c'était un turco-persan, ce Babur, qui, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, s'est taillé à la force du poignet et par le génie de sa politique l'un des plus fantastiques empires que l'on puisse rêver. Ce Babur a eu un fils, bien entendu, et ce fils s'appelle Humayun. Donc, notre Akhtar est le fils de Humayun, deuxième des grands Moghols. J'en reparlerai peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. Un homme, en tout cas, d'une profonde culture, d'une profonde générosité intérieure, un vrai maître, mais qui a eu infiniment de malchance. Nous verrons ça tout à l'heure. Et lui est donc le troisième, petit-fils de Babur, fils de Humayun. Il est le troisième des grands Moghols, et de tous, de loin, il sera le plus grand. Mais pour que vous ayez une idée complète de cette dynastie, je vous rappelle que, et vous venez de le voir, il a eu des fils, dont un, l'aîné, lui a succédé. Ce sera le quatrième grand Moghol, Jahangir. Et Jahangir, beaucoup moins génial sur le plan, en tout cas de la politique et de l'histoire de son père, a été par contre l'un des plus grands esthètes et l'un des plus grands mécènes de tous les temps. Ses constructions à travers toute l'Inde passent pour être les plus belles en même temps que les plus ambitieuses que l'on ait jamais rêvées. Jahangir, à son tour, a eu un fils, bien entendu, qui sera le cinquième grand Moghol, et celui-là, tout le monde le connaît, c'est Shah Jahan. Shah Jahan, qui a été un des plus grands rêveurs de l'histoire et qui nous a légué un monument inouï, unique au monde, c'est le Taj Mahal, qui est peut-être l'un des plus beaux monuments que l'homme ait jamais construit. Taj Mahal, dont vous savez peut-être par vos journaux de ce matin, ou sinon je vous l'apprends, qu'il est interdit à toute visite pendant toute la durée des événements de Agra, c'est-à-dire les troubles qui sont en train de secouer à l'heure actuelle le nord de l'Inde et en particulier la ville de Agra. Donc ne partez pas demain pour Agra, vous ne verriez pas le Taj Mahal. Toujours est-il donc que Shah Jahan, ce cinquième et avant-dernier des grands Moghols, sera le constructeur de ce tombeau fantastique qui, à lui seul, vaut d'aller en Inde à quelque chose fait. Et Shah Jahan sera le père du dernier de la dynastie, Aurangzeb, le plus étrange de tous, parce qu'en fait, cet homme a certainement été un grand homme, mais il a été marqué par la pire maladie qui soit au monde, c'est le fanatisme. Et en fait, un fanatisme musulman absolument terrible. Il a entaché son règne de toute une série de campagnes contre hindouistes et bouddhistes qui sont vraiment pas à son actif, et qu'en plus de ça, sous prétexte de piété, il a développé une forme de rapiatisme, parce qu'on ne peut plus parler d'avarice à ce niveau-là, mais une forme d'avarice telle qu'il n'a quasiment jamais rien construit, sauf 2-3 mosquées de ci, de là. Donc au fond, la dynastie finit un petit peu bizarrement en 1707. Si donc vous m'avez un peu suivi, depuis notre Babur aux environs de 1530 jusqu'à Aurangzeb en 1707, c'est presque 2 siècles d'histoire de l'Inde qui est marquée par ces 6 personnages dont, vous permettez, je vous répète simplement les noms: Babur, Humayun, Akhtar, Jahangir, Shah Jahan et enfin Aurangzeb. Cela étant, vous devez savoir qu'après la mort de Aurangzeb, il y aura encore des souverains de l'Inde, si vous voulez, affiliés à la dynastie, mais ils seront tellement éteints par rapport aux 6 premiers qu'on les appelle simplement des Moghols. Seuls ces 6 premiers que j'ai cités et un petit peu développés sont les grands Moghols. Donc vraiment, nous entrons aujourd'hui et de plein pied dans un des plus extraordinaires chapitres de l'histoire de l'Orient, mais je dirais même chapitre de l'histoire. Alors si je vous ai parlé de tous ces grands Moghols, c'est tout simplement parce que maintenant je vais
Je veux dire, nous allons partir maintenant pour Agra. Nous allons visiter ensemble la résidence où l'un après l'autre ils se sont installés. Nous allons voir les monuments de chacun d'entre eux et par là même retrouver toute leur personnalité, retrouver les portraits. Sachez simplement que ce fort rouge, en fait, n'a été fondé que par le troisième grand Moghol, c'est notre Akbar justement. Car, et c'est important, Babur est entré en Inde, il s'y est taillé son royaume, mais il est reparti pour mourir dans son cher Afghanistan. Autrement dit, en fait, Babur a abandonné le pays. Humayun, lui, a passé très très peu de temps en Inde, très très peu, nous verrons dans le détail pourquoi tout à l'heure, et l'essentiel de sa carrière s'est passé à Delhi. Donc, à Agra, nous ne le retrouvons pas. Par contre, les quatre derniers, les plus grands, Akbar, Jahangir, Shah Jahan et Aurangzeb, naturellement, ont illustré chacune des pierres du Fort Rouge. Et le Fort Rouge, vous allez le voir tout de suite, c'est un des plus fantastiques monuments de l'Inde. Alors, vous connaissez peut-être le paysage même de Agra. Vous savez que l'implantation de la ville aux environs du 8e siècle déjà a été dictée par ceci que la rivière, et vous savez bien qu'il faut une rivière pour une capitale, la rivière Yamuna fait là un magnifique et très lent et très majestueux virage. Donc, bien entendu, cela donne des berges extrêmement larges et douces. C'est idéal pour implanter un urbanisme. Et donc, au 8e siècle déjà, donc bien avant les Mongols, une ville s'est développée, ville donc que les Mongols, eux, baptiseront Agra. Et au beau milieu de Agra, le grand Moghol Akbar, notre fameux troisième souverain de la dynastie, s'est réservé un immense emplacement, et dans cet emplacement, il a construit ce vers quoi nous nous dirigeons maintenant, c'est-à-dire le Fort Rouge en français, le Lal Kila en langue native, si vous voulez. On va entrer donc dans ce Lal Kila. Et j'aimerais que vous remarquiez tout de suite, les grands Mongols sont des guerriers, les grands Mongols sont des hommes de guerre. Et le fort le montre tout de suite. Vous voyez qu'il est entièrement entouré de constructions défensives d'une extraordinaire efficacité. Il y a 3 épaisseurs d'enceintes, de tours, de Barbacane, de Machikouli autour de cela. Il est d'ailleurs tellement imprenable qu'il n'a jamais été pris, même pas par les Anglais lors qu'on batte. C'est vraiment vous dire que les grands Mongols avaient prévu jusque très loin le développement même des armes. Cet immense quadrilatère irrégulier, c'est-à-dire presque plutôt un trapèze, a des portes cardinales qui donnent en fait sur les routes permettant d'atteindre le nord, le sud, l'est et l'ouest de l'Inde, ce qu'on appelait à l'époque les routes de gouvernement. Donc cela vous montre bien que vraiment le Fort Rouge se doit être l'épicentre et le cœur du pays. C'est de là que tout part par les artères que sont ces routes. Tout part, les ordres, la paix, le bonheur, la prospérité ou le châtiment s'il se trouve. Une porte néanmoins est plus importante, c'est celle qu'on appelle la porte impériale, c'est la porte de l'Est. Et il faut que vous remarquiez que dans l'admirable grès rouge où le fort a été entièrement taillé, tout d'un coup nous avons une rupture, c'est le marbre blanc et les faïences utilisées ici pour impérialiser, pourrait-on dire, cette porte, la seule par laquelle entrait et sortait le train des grands Mongols. Et je vais vous montrer d'un petit peu plus près une de ces bases de tours en marbre blanc, et surtout ces fameux carreaux de faïence qui, à l'heure actuelle, sont dans un bien piètre état, mais qui datent de la meilleure époque, c'est-à-dire en fait du XVIIe siècle, de l'époque qui nous intéresse justement ce soir. Passé cette porte, on entre dans le domaine du Fort Rouge, et voilà ce qu'on appelle la voie impériale. Alors vous remarquerez que c'est une voie large, en pente au fond extrêmement douce, mais marquée par des murs extrêmement hauts à droite et à gauche. Alors, il faut simplement que je vous explique 2 choses qui sont importantes. Cette largeur, en même temps que la douceur de la pente, disons bien, sont dictées par l'usage de l'éléphant, que, bien entendu, tous les monarques de l'Inde, au cours des millénaires, ont pratiqué. L'éléphant veut dire le roi, en quelque sorte. Les Mongols, donc, Akbar en particulier, avaient acclimaté ces trains d'éléphants à sa cour, et la rampe qui est une rampe pour éléphants. Mais, en plus de cela, c'est l'ultime et dernière défense du fort si jamais les 3 enceintes successives étaient percées. Je vous répète qu'elles ne l'ont jamais été. Il y avait quand même encore le moyen de se défendre. Remarquez en effet que de part et d'autre, il y a d'immenses rainures ici, que les Anglais d'ailleurs ont cimenté. Le jour où ils ont pris possession de Agra et de son port, ils ont fait cimenter ces rainures-là. Alors ces rainures en fait permettaient d'engager
des gigantesques filets de fer avec des pointes, c'est-à-dire des fils de fer barbelés, articulés, mais à une échelle énorme. Donc, un filet tous les mètres 50. Cela veut donc dire que si une armée entrait, il est évident qu'elle se prenait dans ses filets, il est évident qu'elle s'empalait dans ses filets, et que même les éléphants les plus décidés ne pouvaient absolument pas passer cette rampe. Donc en fait, j'espère vous avoir montré par ces premiers documents à quel point le fort de Agra est extraordinairement protégé. Et c'était important de vous le dire parce que sitôt qu'on arrive dans la grande cour, donc sitôt qu'on rentre dans la résidence, c'est fini. Je veux dire, il n'y a plus un créneau, il n'y a plus un machicoulis, il n'y a plus un fossé, il n'y a plus une barbacane, il n'y a plus rien. Donc vraiment, 3 enceintes de suite, plus la fameuse allée avec ses herses, et après cela, c'est la confiance la plus totale. Donc on va tout de suite se changer de ton complètement et entrer dans un monde qui est le monde du plus parfait esthétisme que l'on puisse imaginer. Et si je vous propose maintenant, c'est-à-dire au début de la conférence cette promenade, c'est que justement chacun des grands Moghols qui s'est succédé là, donc Akbar, Jahangir, Shah Jahan et Aurangzeb, ces fameux 4 derniers, chacun a construit dans son style, dans son esthétique. On a construit bien sûr en suivant l'œuvre du père à chaque fois, mais vous allez voir que c'est presque une histoire de l'art moghol que le seul Fort Rouge nous permet de faire. Alors, ayant passé cette porte, nous entrons tout de suite dans le monde de Akbar. Ce document, encore général, si j'ose dire, et qui vous montre ces palais perchés au-dessus des enceintes, ce document, c'est simplement pour vous dire, il y a recensé dans le Lal Quila de Agra 2017 chambres et 22 kilomètres de couloirs. C'est donc simplement pour vous dire, c'est absolument gigantesque. Et naturellement que j'ai dû beaucoup serrer, c'est vraiment l'esprit de chacun des grands Moghols que je veux vous montrer, et non pas une visite exhaustive du fort que je veux vous faire entreprendre. Alors entrons maintenant dans le monde du fondateur, c'est-à-dire Akbar. Et permettez-moi ce document, parce que pour moi c'est toute la philosophie du XXe siècle. Le personnage de droite est un Suisse nanti capitaliste qui se promène les mains dans les poches, et l'autre est un être qui s'est condamné au paupérisme le plus total, c'est un moine bouddhique portant pour quelque chose comme $40 000 d'appareils photographiques autour de lui. Vous voyez, alors j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Inutile de vous dire d'ailleurs que ce bonze était japonais, mais enfin bon, la rencontre est vraiment tellement extraordinaire, je trouve ça trop beau. Alors bon, ça n'a rien à faire, sauf que c'est dans cette cour que nous allons commencer. Vous êtes déjà dans la cour de Akbar, et là-bas, un peu mieux, ici, sans bronze et sans vidéo. Alors, il faut que vous sachiez d'abord que Akbar est un homme qui, tout au long de sa vie, a marqué une passion indéfectible et quasiment monomaniaque pour une pierre. Cette pierre, c'est la plus indienne que l'on puisse imaginer, tout au moins, disons, dans cette partie centre et nord de l'Inde, c'est le grès. Mais un grès comme nous n'en avons pas, nous, dans notre Europe, c'est un grès rouge, un grès qui a presque la couleur du sang de bœuf. Et ce qui est important surtout, c'est que son grain est tellement fin et sa densité tellement parfaite qu'on peut faire de ce grès ce que l'on veut. On peut le découper comme du bois de santal, on peut le marqueter comme de l'ivoire, il se prête en fait aux artistes de façon fabuleuse. Et les artisans qui travailleront par bas feront de véritables miracles dans ce grès rouge. Mais je vous dirais que quand vous vous promenez dans ces résidences de l'Inde et que vous voyez uniquement du grès rouge autour de vous, il y a toute chance pour que vous soyez à l'époque de Akbar, parce que c'est vraiment son matériau à lui. Alors, le palais de Akbar compte pas loin de 400 pièces, dont 2 seulement nous intéressent, parce que c'était l'épicentre de la ville cour. La cour où nous nous trouvons maintenant, où nous nous trouvions à l'instant, est sur cette cour, donnant sur cette cour, un salon d'hiver à gauche, un salon d'été à droite. Petit, relativement petit. Akbar n'était pas du tout, et la société de l'époque ne permettait pas du tout encore ces espèces d'immenses réceptions comme le 18e ou le 19e siècle en favorisera. Donc vraiment c'était pour le Moghol et pour sa cour qu'étaient conçus ces ensembles. Mais simplement je voulais vous faire remarquer, nous entrons dans le salon d'hiver maintenant, qu'il donne sur la cour par un certain nombre de piliers, mais vous remarquez que ces piliers ont été taillés très étroits, mais au fond profonds, de façon à couper les vents, de l'ouest, qui en fait refroidissait terriblement ce type de résidence. Et donc, tout est prévu ici pour qu'il puisse faire chaud, ou en tout cas agréablement chaud. Avouez qu'il est difficile d'aller plus loin dans le travail de la pierre,
Il est difficile d'aller plus loin dans l'élégance du décor et qu'il n'ait besoin ni de meubles ni de tapis. Et c'est vrai qu'à l'époque de Akbar, on est encore dans cette idée fondamentalement moghole, si vous le voulez, d'une vie nomade, ou en tout cas nomade à peine fixée, donc très très peu de meubles venaient entacher la beauté même de ce décor. 2 tapis, 2 coussins, et cela suffisait amplement. La pierre, au fond, parle d'elle-même. Et je vais vous faire remarquer la beauté de cette pierre. On va voir bien sûr de plus près, vous voyez un détail. Regardez, ça c'est une de ces niches du fond. Et regardez, vous découvrez en particulier ce détail-ci, c'est-à-dire cette fenêtre entièrement ajourée, bien sûr dans une seule plaque de grès. Il faut que vous sachiez déjà maintenant, parce qu'on en verra d'admirables tout au long de cette conférence, il faut que vous sachiez que le terme technique pour ces grillages de grès ou de marbre ou de ce que vous voulez, c'est jali. On appelle cela jali en Inde. Alors, les premiers jalis que l'on connaisse en Inde remontent aux environs du 2e siècle de notre ère. Donc c'est vraiment ataviquement indien. Et on les trouve dans les tout premiers sanctuaires hindouistes de l'extrême nord de l'Inde. Et au fond, tout au long des siècles et jusqu'à aujourd'hui encore, on a pratiqué cet art de la fenêtre ajourée, mais les plus belles, les plus riches, les plus audacieuses, les plus invraisemblables parfois, ce sont celles de l'époque de nos grands Moghols, et surtout Akbar, Jahangir et Shah Jahan. Alors pourquoi en plein milieu de ce salon, tout d'un coup, ce jali-ci? C'est tout simplement que derrière le jali, il y a un étroit couloir, et dans les jours d'hiver, les serviteurs y installaient des braseros. Donc, au fond, la chaleur pouvait ainsi pénétrer dans le salon. Une forme, si vous le voulez, de chauffage avant la lettre, et en tout cas extrêmement raffinée, disons bien. De l'autre côté, c'est-à-dire que nous avons la cour, cette fois-ci évoquée ici sur la gauche, de l'autre côté, en face, s'ouvre le salon d'été. Vous voyez que c'est à peu près le même décor, mais beaucoup plus haut, et avec surtout un plafond exaucé qui est assez extraordinaire d'ailleurs, pour permettre en fait à l'air chaud de la période d'avant-mousson de monter par là même pour pouvoir tant soit peu respirer dans ce monde-là. Nous sommes toujours dans notre même salon. Je voulais simplement vous montrer qu'il y a dans la partie haute une sorte de galerie, et cette galerie a un rôle très important dans la vie de la cour du Lal Killa, mais aussi dans la vie de Akbar. Akbar est un homme qui n'a jamais pu se passer de musique. La musique l'accompagnait sans cesse. Mais, disait Akbar, un musicien qui joue est toujours laid. Donc, je ne veux pas les voir. Alors, il a eu à son service des musiciens qui sont d'ailleurs parmi les plus grands de toute l'histoire de l'Orient. Il a eu attaché à son service en particulier le fameux Tansen qui a véritablement codifié l'art du raga en Inde. Et il a épuisé Tansen à le faire chanter et jouer pour lui sans cesse. Il trouvait Tansen beau comme un dieu, mais pas quand il jouait. Cette concentration totale, cette crispation totale, en fait, l'exaspérait. Donc on cachait la musique. Ce que vous avez là-haut, c'est la tribune du haut de laquelle les plus grands joueurs de sitar, les plus grands chanteurs du XVIIe siècle, Tansen en particulier, en fait, se sont exécutés. Donc vous voyez, en dehors de tout. C'est très Louis de Bavière, d'ailleurs, comme idée. Et ce qui nous a frappé certainement le plus, voilà, le détail du plafond, c'est ce grès utilisé exactement comme si c'était du bois. Je vais vous faire remarquer en effet que Akbar a toujours tenu à rester très près des traditions millénaires, ou en tout cas séculaires de l'Inde classique. Il a toujours fait construire comme on construisait dans les sanctuaires et les palais primitifs en bois, mais bien sûr en faisant transcrire cela dans le grès. Alors ces très belles solides portantes que vous avez là, taillées d'images de dragons, sont absolument les madriers que l'on trouvait dans les premiers édifices des premiers temps. Donc il y a vraiment un sens atavique de la culture indienne qui est extraordinairement respecté par notre Akbar. Alors, la cour est sublime, le salon d'hiver est sublime, le salon d'été est sublime, nous sommes d'accord. Pour le reste, ben voilà. Ce que vous avez sous les yeux, c'est l'enfilade des chambres, parfaitement nues, et la plupart parfaitement aveugles, où on parquait non seulement la cour et les fonctionnaires de cour, mais aussi la famille impériale. La chambre même du grand Moghol n'est pas beaucoup mieux que ce que vous avez sous les yeux. C'est-à-dire quelque chose d'infiniment spartiate, car en tout Moghol, c'est vrai, il y a rarement un lacédémonien qui sommeille. Je veux dire, ce sont des gens qui ont vraiment gardé, en tout cas jusqu'à l'époque de Jahangir, où c'est ouvert une ère plus jouisseuse, ce sont des gens qui ont gardé un besoin de vie simple assez étonnant. Alors en fait, de vie simple, je vous dirais que c'était quasiment invivable, puisqu'en fait, il fallait passer à travers parfois 10 ou 15 chambres pour gagner la sienne.
Inutile de vous dire que vraiment Versailles eût pu passer, même sous Louis XIV, pour un véritable palais, comparé aux exigences de ce que vous avez sous les yeux. Nous avons maintenant vu la première partie, cette partie d'Akbar, mais je vous rappelle que ici au Lal-Kila, je voulais vous montrer un peu toute la dynastie. Donc, vous reconnaissez le personnage qui est ici, c'est bien sûr en détail de la miniature de tout à l'heure, c'est donc Jahangir, son fils. Et souvenez-vous, je vous l'ai dit, je crois, Jahangir marque un complet changement dans l'esprit même de la dynastie. Jahangir était un enfant qu'on a attendu longtemps. Akbar a eu beaucoup de peine à avoir un successeur. Donc ce successeur, il l'a vu marqué par Dieu. Donc, il a été gâté, non seulement par son père, mais par la cour entière, de façon absolument invraisemblable. Ce qui fait qu'on en a fait un garçon très certainement intelligent, mais qu'en fait, on l'a tellement flatté, puis lentement mais sûrement, on l'a tellement encoconné, puis lentement mais sûrement tellement perverti, qu'il est devenu cette ruine totale des dernières années, car il fait une ruine totale, complètement adonné à l'alcool, ce qui n'est pas trop grave, à l'opium, ce qui est bien davantage. Et Jahangir, en tout cas, ouvert une ère dont je disais tout à l'heure, vous pouvez la qualifier de jouisseuse, extrêmement marquée. Et vous allez voir immédiatement, voilà, la partie du fort construite par Jahangir. Alors, il n'y a rien de très jouissif dans ce que je vous montre, ne cherchez pas de symboles scandaleux, il n'y en a pas, je vous dis tout de suite. Mais regardez, la pierre a changé. Au lieu du grès rouge, qui est une pierre très sèche au fond, Jahangir utilisera monomaniaquement le marbre blanc. Le marbre blanc que l'on polit à l'extrême et qui devient complètement crémeux en fait. Donc c'est une pierre beaucoup plus esthétisante. Et puis, surtout, je vous fais remarquer, les proportions des appartements deviennent beaucoup plus basses. On sent que c'est fait pour une vie de pompe, pour une vie de grandeur. Avec des éléments, je dirais, d'élégance, on peut presque dire d'affaîtrie beaucoup plus marqués. Comme par exemple dans ces arcs polylobés qui sont tout à fait typiques de l'époque de Jahangir. Donc c'est beaucoup plus enlèvement au sérail, si vous voulez, ou même italienne à Alger, que ça ne l'était du temps de Akbar. Puis vous vous en souvenez, Jahangir a eu un fils, et c'est peut-être le plus célèbre des grands Mongols, c'est le fameux Shah Jahan. Ni mieux ni moins bien en fait que tous les autres, je veux dire par là, il a certainement été un souverain plus ferme pour l'Inde que l'avait été que l'avait été précédemment Jahangir, mais il n'aura pas la grandeur de Akbar. Akbar est vraiment le fait de la dynastie. Voilà la salle du trône de Shah Jahan. À savoir, vous voyez, il lui a fallu un premier portique, puis un jardin que vous avez là, avec un podium pour le ministre ici, et puis tout là-bas, au fond, un magnifique pavillon au centre duquel était exactement ici, sur un trône d'or, Shah Jahan. Donc vraiment, pour quiconque arrivait, c'était vraiment une espèce d'épiphanie quasiment byzantine, disons-le bien tout de suite. Et il y a quelque chose qui vous manque sur ce document, hélas, mais qu'il faut restituer. Vous voyez ici, de part et d'autre du podium du ministre, là, des espèces de tristounettes, petites tagettes qui poussent comme elles peuvent. Voilà. Eh bien, sachez qu'au XVIIe siècle, quand en particulier les rois de France et les empereurs et les rois d'Espagne ont envoyé des ambassadeurs auprès des grands Mongols pour tenter de conforter leur possession et leur comptoir en Inde, nous avons des documents qui nous racontent qu'il y avait là une vigne en or massif dont les grappes étaient faites d'émeraudes, d'améthystes et de rubis pour montrer le raisin vert, le raisin grisant et le raisin mûr. Et cette fameuse vigne qui a littéralement fait trembler d'émotion toutes les perruques de ces gens du XVIIe siècle, ces deux vignes se trouvaient ici et là. Inutile de dire, elles n'ont pas survécu au pillage du Lal-Kila au moment de la pénétration des Sipagnes. Alors, on voit encore un tout petit peu plus près, là, ici, le fameux divan de Shah Jahan. Et surtout, pour que vous voyez bien le complet changement de ton par rapport à Akbar, cette espèce de côté très confidentiel, très élégant, très sévère de l'époque d'Akbar est complètement remplacé par ce besoin d'affirmer, de montrer sa richesse et sa grandeur. C'est tout à fait typique, en fait, de notre Shah Jahan. Pendant presque toute sa vie, Shah Jahan a été un bon monarque, jusqu'au jour où il a perdu son épouse. Je ne voudrais pas faire de dynastie dans ces conférences, et ne vous raconter que des histoires d'amour heureuses ou d'amour malheureuses, mais le fait est que là, tous les historiens, même les plus sévères, s'accordent à reconnaître qu'il y a, le jour de la mort de l'épouse bien-aimée, une totale rupture chez Shah Jahan. Il ne s'intéressera plus à rien, plus aux affaires de l'État, plus aux affaires extérieures, plus aux affaires intérieures, même plus aux finances. Il ne pensera plus qu'à une chose, c'est à ressusciter la mémoire de cette épouse.
Et vous savez qu'il y réussira. Il réussira cette résurrection, puisqu'il créera ce Taj Mahal qui demeure peut-être le plus beau champ d'amour que l'on puisse imaginer. Seulement, vous savez qu'il travaillera 14 ans au Taj Mahal, 14 ans qui coûteront horriblement cher à l'Inde, et que son fils, complètement affolé, finira par le faire déclarer fou pour pouvoir l'enfermer, le déposer et prendre sa place. Autrement dit, Shah Jahan ne pourra jamais finir ce qui avait été l'œuvre de sa vie. Et il faut savoir, je crois que c'est émouvant, c'est ici, au Lal Kila, qu'enfermé, il passera les dernières années de sa vie. Nous n'en sommes quand même pas tout à fait là, voilà ses appartements, et vous remarquerez, je pense, que Shah Jahan est resté fidèle au marbre blanc de son père Jahangir. Tout ça c'est du marbre blanc, bon, qui est joli parce que tout le monde touche, c'est une évidence, mais j'aimerais vous faire remarquer une chose nouvelle. Il ajoute au chant du marbre blanc la mélodie au fond des pierres incrustées. Vous remarquerez que partout c'est incrusté, partout. Et croyez-moi bien qu'il ne s'agit pas tout simplement de marbre de couleur, c'est pour le moins des jaspes, mais si possible des pierres beaucoup plus précieuses comme des agates, des calcédoines, des sardonyx, des chrysoprases, et même dans la chambre impériale même, des rubis, des émeraudes et des saphirs. Là encore, les baïonnettes anglaises se sont données à cœur voir, vous pouvez imaginer, mais il y en avait tant qu'une bonne partie de ce décor phénoménal est restée. Alors voilà, en fait, la cour des appartements de Shah Jahan, où vous retrouvez certainement l'élégance absolue de son père Jahangir, mais encore enrichie par ces véritables miniatures de pierre dure qui forment en fait la plus belle parure de cet édifice. Vous savez, quand on voit de très près, je le rappelle bien, ce n'est pas peint, c'est entièrement marqueté. Au fond, on travaillait sous le règne de Shah Jahan l'incrustation de pierre dure, exactement comme on l'a travaillé à la même époque à Florence, sous les derniers Médicis. Sous Cosme, sous Francesco Maria de Médicis, au XVIIe siècle, quand s'est développé ce merveilleux art des cabinets florentins entièrement marquetés de pierre, mais on travaillait à cela. On travaillait au même type, si vous voulez, de technique, à Agra. Le Taj Mahal en regorge, mais déjà dans le Lal Kila, on a quelques exemples absolument superbes. Et en fait, l'ultime pièce de l'appartement de Shah Jahan, en même temps, si vous voulez, la pièce la plus émouvante, c'est celle-ci, qui donne en fait complètement sur l'extérieur, elle est perchée sur le bastion, et on voit tout de même le paysage d'Aranjali absolument extraordinaire. Elle est très richement incrustée de ces fameuses pierres semi-précieuses dont je vous parlais tout à l'heure, mais quand même, elle incite à la tristesse, puisque c'est dans cette pièce-ci que Shah Jahan était littéralement emprisonné, avec pour toute personne de service autour de lui, une de ses filles, et c'est tout. Ni domestique, ni personne. Son fils et successeur l'avaient privé de tout, sauf d'une fille. Et nous savons que les 3 dernières années de sa vie, Shah Jahan a fait installer ici un espèce de grabat sur lequel il restait 24 heures sur 24 à regarder par cette fenêtre. Alors pourquoi par cette fenêtre? Tout simplement parce que c'est de là qu'il pouvait contempler ce qui demeurait pour lui, au fond, la raison d'être d'une vie entière, et en même temps, si vous le voulez, une espèce de rêve brisé, c'est le Taj Mahal, c'est-à-dire le tombeau de son épouse que vous voyez là, au moment où les premières lueurs de l'aurore commencent à rendre complètement immatérielle, d'ailleurs, cette coupole qui est la plus belle que l'on ait jamais construite, je crois. Alors, vous le voyez maintenant ici, avec des ailes d'oiseau, vous le voyez en flottant en toute liberté. J'aimerais simplement rendre cette justice à l'histoire de vous dire que Shah Jahan ne l'a jamais vu mieux que cela. C'est-à-dire le même, mais à travers les barreaux, en fait, de cette prison de marbre et de pierres précieuses. Voilà donc pour le 5e et avant-dernier des grands rôles. Quant à notre 6e, le voici maintenant, là bien sûr à la fenêtre, voici donc Aurangzeb, un homme, encore une fois, intéressant, mais entaché par ce peuple terrible, étroit fanatisme qui a été le sien. C'est un règne extrêmement dur, hélas, long, mais très dur pour les princes de l'Inde qui sans cesse ont dû faire des actes de soumission absolument terrifiants d'ailleurs à l'autorité absolue de cet homme-là. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était d'une avarice mystique, par là même il a très peu construit, même au Fort Rouge. On lui doit pourtant un des plus ravissants petits monuments du fort, c'est la mosquée. Une mosquée qu'il a fait entièrement en marbre blanc, restant fidèle à la tradition et au goût de son père, Shah Jahan, et de son grand-père, Jahangir, entièrement en marbre blanc. Mais naturellement, en n'utilisant pas les pierres semi-précieuses, ça faisait trop profane, et surtout, ça coûtait trop cher. Il a donc simplement fait marqueter le marbre blanc de filets de marbre noir, ce qui donne d'ailleurs une
sorte d'unité à l'ensemble qui est absolument parfaite. Et je dois vous dire que cette toute petite mosquée de Aurangzeb, regardez, est tellement jolie, tellement parfaite, peut-être même dans son aspect confidentiel, justement, on l'appelle aujourd'hui encore la mosquée de la perle ou la perle des mosquées. Et c'est vrai qu'elle brille avec quelque chose qui a un peu l'orient d'une perle. Vous voyez donc qu'en se promenant à travers l'Al-Qila, nous avons pu faire mieux connaissance avec ces fameux quatre derniers grands Moghols, mais surtout mieux faire connaissance avec leur esthétique propre, cette sévérité merveilleuse du temps de Akbar, cette explosion de l'esthétisme à l'époque de Jahangir, ce raffinement extrême de l'époque de Shah Jahan, et ce retour à une forme d'austérité, mais si vous voulez, plus blanche, à l'époque de Aurangzeb. Donc ça vous a donné, en plus, disons, une petite idée de l'esthétisme indien. Bien. Maintenant, nous allons passer un peu plus loin encore, c'est-à-dire approcher maintenant la nature même de Akbar et apprendre qui il était. Vous connaissez son caractère, vous connaissez sa place dans les dynasties, on progresse chaque fois. Mais maintenant, j'aimerais vous raconter un peu l'épopée de sa vie, en tout cas des premiers moments de sa vie, parce que le terme d'épopée n'est vraiment pour une fois pas galvaudé. Je peux vous dire que c'est absolument extraordinaire et très important. Parce que je crois que si on ne connaît pas, on ne veut pas connaître comment Akbar est né, quel a été le cadre de ses premières années, on ne peut pas du coup comprendre Fateh Sikri, qui devient une espèce de caprice comme ça. Tandis que quand on connaît, vous verrez que le Fateh Sikri exorcise beaucoup de blessures, comme je vous l'ai dit déjà. Alors, il faut que vous sachiez que, mais vous le savez déjà, Akbar est le fils de Humayun et qu'il est le petit-fils de Babel. Alors, quand Babel s'est allié son empire en Inde, il a renversé les sultans de Delhi. Quand Babel est reparti, bien entendu, pour mourir à son Afghanistan natal, Humayun était très jeune, trop jeune. Donc il y a eu un énorme parti de légitimistes qui ont tenté de détruire la dynastie. Je veux dire, Babel était un grand homme qu'on n'osait plus attaquer de face, il avait tout vaincu, il avait tout renversé, il avait tout reconstruit, mais un fils si jeune, Humayun avait 18 ans à peine, c'est renversable. Donc en fait, le pauvre Humayun et son épouse, Amida Begum, ont été immédiatement en but à une série de complots terribles, menés toujours par le même personnage d'ailleurs, un Afghan né dans le Bihar, mais qui se prétendait le porte-parole du légitimisme indien. C'était un homme extraordinairement intelligent, ce Sheikh Shah, extraordinairement décidé surtout, et extraordinairement dangereux. Alors, il a mené une vie tellement dure à Humayun et à Amida Begum qu'un beau jour, les jeunes souverains ont pris la fuite. Ils ont quitté de nuit leur fort, ils sont partis. Et mal leur en a pris parce que Sheikh Shah n'attendait que cela. Il a, avec une virtuosité folle, pendant presque 20 ans, obligé le couple impérial, Humayun, Amida Begum et leurs fidèles, à courir toujours plus en avant. C'est l'histoire de la chasse, c'est exactement cela. Tant que le faisan ne bouge pas, le faisan a une chance de survivre. À l'instant où le faisan s'envole, c'est fini. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tant que Humayun ne bougeait pas de son palais, peut-être il aurait pu y rester. À l'instant où il a pris la fuite et qu'il a montré ses arrières, si j'ose dire, c'était fini. Et Sheikh Shah et ses descendants et ses héros, pendant plus de 20 ans, ont obligé Humayun et Amida Begum à passer sans cesse de l'Inde au Pakistan, du Pakistan à la Perse, de la Perse à l'Afghanistan, de se faire ouvrir des portes, de se faire fermer les portes, de se faire recevoir, de se faire interdire de séjour, avec un machiavélisme terrible. Il les a obligés littéralement à une espèce d'odyssée invraisemblable. Et Amida Begum en particulier a pu dire qu'elle n'a jamais dormi beaucoup plus de 10 fois dans le même lit, car sans cesse on refaisait les bagages et on devait repartir, il fallait fuir sans cesse. Et c'est ça qui est important parce que au cours d'une de leurs étapes, dans la ville de Amarkot, dans la province du Sindh, Amida Begum a dit: je ne peux pas repartir parce qu'il arrive. Elle était enceinte. Et je veux dire, non, tout le monde savait que ça allait venir. Et à Amarkot, c'est venu. Or, elle était dans une sorte de petit château qui appartenait à un seigneur local. Le seigneur local, complètement paniqué, a dit: mais vous vous rendez compte, Sheikh Shah est devant. Si vous perdez du temps, ben moi je m'en fiche que vous mouriez, mais moi je vais être tué aussi, je ne veux pas vous. Et donc on a traîné Amida Begum avec une civière dans une espèce d'écurie dégueulasse, sale et répugnante, où elle a accouché avec Humayun à côté d'elle, et c'est tout. Pendant que Sheikh Shah entrait en ville et cherchait les traîtres,
ainsi les appelait-il, sans les trouver bien sûr. Alors juste souvenez-vous pour quelques minutes encore de cette histoire que Akbar est né dans une étable avec son père et sa mère autour de lui, parce que ce sera très important dans un petit moment, mais pas encore maintenant. Nous sommes en 1542 donc, et pendant encore 12 ans, il suivra le bébé, puis l'enfant, puis le presque adolescent, il suivra en fait le train de fuite de ses parents. Donc lui aussi reprendra cette route, Inde, Pakistan, Perse, Pakistan, Inde, Pakistan, Afghanistan, c'est-à-dire sans cesse de fuite perpétuelle. Donc il n'aura jamais à ses côtés une vraie mère, un vrai père, toujours des fuyards, c'est toujours pris au dernier moment mis sur un cheval pour partir en avant. Il n'aura jamais une vraie nourrice, on en changera tout le temps. Il n'aura jamais de rééducation, on n'aura pas le temps d'apprendre quoi que ce soit. Donc il y aura une espèce d'enfance sur le tas, une espèce d'enfance comme ça, où vraiment c'est le galop du cheval qui a peuplé ses nuits, qui est extrêmement importante. Enfin, cher Jacques meurt. Et alors vraiment bêtement, pour un type aussi génial que cela, vraiment bêtement, le lendemain, il n'y avait plus de parti anti-mogol. C'est absolument fabuleux. La mort de Sher a complètement réduit au silence et à l'immobilité tous ces soldats, ces généraux qui prétendaient défendre le sol d'une Inde indienne. Donc véritablement, Humayun a pu d'un jour à l'autre rentrer à Delhi et s'y faire saluer avec une belle lâcheté comme s'il n'était jamais parti. On l'a reçu dans ses meubles depuis le temps qu'il y trouvait. Et donc Humayun s'est installé enfin dans un lit, Hamida Begum enfin dans des appartements, et Akbar, du haut de ses 12 ans et demi, 13 ans, enfin dans quelque chose de dans soit de stable. Et donc, tout devait dès lors aller pour le mieux dans la meilleure des Indes mogholes possible. Mais le destin, toujours des coups qui frappent bizarrement. 6 mois après être rentré en possession de son fort, Humayun monte à sa bibliothèque pour y chercher de la poésie arabe, dégringole l'échelle et se tue. Il est mort dans sa bibliothèque, accident de bibliothèque. Et il est mort. Ce qui veut donc dire qu'Akbar s'est trouvé du coup grand moghol à l'âge de 13 ans, en n'ayant jamais rien vu d'autre, souvenez-vous-en, que des campagnes et des horizons où on cherchait à guetter d'où allaient venir les soldats, les traîtres, les assassins et les empoisonneurs, sans l'ombre d'une culture, sans l'ombre d'une éducation, sans rien du tout. Il s'est trouvé tout d'un coup et véritablement maître du monde. Vous pouvez bien penser qu'il était trop jeune et trop peu formé pour régner. Donc, on lui a collé des régents. Il y a eu un régent officiel. Ce régent officiel était un homme exceptionnel. Il s'appelait Bayram Khan. Ce Bayram Khan avait été l'un des plus fidèles lieutenants d'Humayun. Il l'avait suivi partout, accompagné partout, soutenu partout. C'était un homme intelligent, cultivé, honnête, mais alors honnête jusqu'à l'abnégation. Je peux vous le dire, intègre comme tout. C'est lui qu'on a choisi pour épauler le très jeune Akbar. Ça, c'est le régent officiel. Mais vous pouvez bien penser, nous sommes en Orient, qu'il y avait les régents non officiels. Et le plus redoutable était une femme. C'était celle qu'on venait de nommer nourrice d'Akbar. Elle s'appelait Maham Anka. Et cette Maham Anka était un personnage absolument épouvantable, régnait par la terreur sur tout l'élément féminin du fort de Delhi. Donc, véritablement, Mahamanka menait toute la barque, disons, du gynécée comme elle le voulait. La vieille reine-mère, Hamida Begum, tout le monde était légendé par cette femme qui était épouvantablement éprise de pouvoir, épouvantablement éprise de privilèges et surtout épouvantablement éprise d'argent. Donc, elle va tout faire pour discréditer le régent officiel. Elle a peur de l'honnêteté de Bayram Khan. Et elle réussira très bien à influencer Akbar, qui n'est absolument pas mûr pour comprendre quoi que ce soit. Donc, elle le discréditera au point qu'Akbar signera un papier envoyant en exil Bayram Khan apprendre ce que c'est que de vivre à la Mecque. Il sera exilé à la Mecque. Et comme Bayram Khan a toujours obéi aux ordres de ses maîtres, le lendemain soir, avec ses fidèles, il va faire de Delhi pour la Mecque. Il fait 100 km, puis il réfléchit pendant ces 100 km et dit je ne peux pas me laisser là-dedans. Et il tourne et il revient. Arrivé aux portes de Delhi, il dit je ne peux pas rentrer. Puisqu'il m'a envoyé, je ne peux pas rentrer. Et il repart. Et il fait 16 km. Et il revient encore une fois, cette fois-ci décidé à entrer. Mais Mahamanka, qui savait tout, qui suivait tout, qui avait ses intelligences partout, s'est dit cette fois-ci il entre. Donc elle va faire poignarder à l'instant même où il entrait dans le fort de Delhi. Et elle est restée maîtresse du terrain. Et curieusement,
pour Akbar, sa vie entière, cette espèce de meurtre par procuration, parce qu'en fait, il n'a fait que le signer, ce meurtre, il a fait que l'accepter sans se rendre compte véritablement, a toujours été une blessure absolument terrible. Toujours est-il que Mahamanka est à ce moment-là maîtresse du terrain, et elle commence à faire exactement ce qu'on a fait sur le très jeune Farouk, si vous vous souvenez. Il n'était pas si mal, le très jeune Farouk, c'est vieux qu'on n'a pas si mal. Mais on l'a tellement encoconné dans les plaisirs, on l'a tellement roulé dans le loukoum qu'on en a fait ce qu'il est devenu. Bon. On a essayé de faire la même chose exactement sur Akbar. Et des fêtes, et des orgies, et tout ce que vous pouvez imaginer de plus invraisemblable. On l'a complètement noyé dans cette espèce de miel opiacé, comme ça n'a rien marché d'ailleurs. Et un jour, il y a eu une catastrophe. Et c'est la dernière, disons, anecdote que je vous raconte, mais elle me paraît intéressante, parce qu'elle vous aide à comprendre le personnage, ne serait-ce que cela. Il faut que vous sachiez que Mahamanka avait un fils. Ce fils, qui s'appelait Badar Khan, était complètement idiot, complètement irréfléchi, mais alors d'une arrogance invraisemblable. Et comme on lui avait toujours dit qu'il était un petit peu le frère d'Akbar, il se permettait avec Akbar d'incroyable familiarité. Akbar grinçait, je vous rappelle qu'il savait être né pour gouverner le monde, il grinçait au fond de nos amis indiens, il avait bien trop peur de la mer, il faut le dire. Et au cours d'une des fameuses, entre guillemets, soirées, si vous le voulez, au cours d'une des fameuses soirées donc, Badar Khan a d'un coup de main décoiffé Akbar, le turban de grand mogol et les grecs du pouvoir qui l'ont planté par terre. En 2 minutes, Akbar est devenu blanc et a étranglé sur place ce jeune garçon. Il l'a assassiné sur place. Le lendemain, Mahamanka mourait à son tour dans des circonstances extrêmement mystérieuses. Et 3 jours après, en grand vêtement de deuil, Akbar annonçait que désormais il régnerait. Autrement dit, si vous y réfléchissez un peu, c'est un cas extraordinaire de catalyse intérieure. Il a avalé le ciel qu'on a bien voulu lui faire avaler pendant les années qu'il a fallu, mais il y avait en lui cette espèce de certitude du bon chemin, du droit chemin pour lequel il était né. Le jour où c'est allé trop loin, il tue 2 fois. Il tue d'abord le garçon, il tue la mère, indubitablement. Et cette crise a été telle qu'au fond, elle a fait de lui un homme. Il s'est réveillé un adulte. Et ça, c'était le jour de ses fameux 21 ans, c'est-à-dire le portrait que vous avez vu tout à l'heure, qui a été fait au fond presque à cette occasion. C'est la prise de pouvoir effective de Akbar. Prise de pouvoir effective. Donc vous voyez, de 13 ans et demi à 21 ans, ça fait un bout de chemin quand même. Ça a été toute cette époque où vraiment il n'a rien dû faire. Il n'a fait que se laisser faire. Et tout d'un coup, donc, à l'âge de 21 ans, c'est absolument la prise de pouvoir. Et donc, à partir de cette époque-là, nous sommes en 1563, et jusqu'à sa mort en 1605, Akbar va régner sur l'Inde. Et sera certainement le plus grand souverain de l'histoire de l'Inde. Ça fait 42 ans de règne, c'est beaucoup. Mais 42 ans de règne qui laisseront une empreinte indéfectible sur l'Inde. J'aimerais simplement vous dire très rapidement qu'il a commencé fort intelligemment par décider d'assainir l'Inde. Il y avait une foule de partis, notamment les partis légitimistes hindouistes, qui étaient encore farouchement anti-moghols. Il a mené contre eux des guerres éclairs terribles, pour, à titre d'exemple, tuer, décapiter les dynasties opposées les plus marquantes. C'était son premier acte. Et pour ne donner qu'un exemple, lorsque, à la fin, il a attaqué la citadelle de Chittorgarh, les puristes, il faut savoir que là étaient les derniers princes de l'Inde. Il a tenu un siège tel que les princes de Chittor se sont décidés à cet acte sacrificiel qu'on appelle le Johar. Vous avez peut-être entendu parler de cela. Les guerriers, seulement vêtus d'une tunique large couleur safran, sortent sans armes et se font massacrer, mais massacrer de face. Et pendant ce temps, au fond du fort, on voit se dresser des vapeurs et des fumées. Leurs épouses, elles, se jettent dans le feu sacrificiel. Donc Akbar est porté dans un Chittor où il n'y avait plus un guerrier, tous avaient été massacrés, et plus une femme, toutes s'étaient brûlées. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il n'oubliera jamais. L'horreur qu'il a ressentie devant cette force de l'Inde est quelque chose qui le rendra à jamais prudent. Nous en reparlerons d'ailleurs dans un instant. Ayant assaini, et vous voyez de façon radicale, on peut le dire, l'Inde, il l'a encore agrandi. Je veux dire par là qu'il a, en une série de guerres, pendant ces 42 ans, mené les frontières de l'Inde bien au-delà de ce qu'elles n'avaient jamais été et bien au-delà de ce qu'elles sont aujourd'hui. Je vous rappelle qu'en particulier le Belouchistan appartenait à Akbar à l'époque, absolument. Une bonne partie de l'Afghanistan appartenait à Akbar. Vraiment, il a fait une Inde gigantesque.
Il a réussi quand même par des mesures administratives, je ne dis pas à faire une Inde indienne, personne n'arrivera jamais, mais tout au moins à supprimer un certain nombre des barrières invraisemblables qui existaient alors. Vous voulez un exemple? Je vous en donne un. On pouvait parfaitement, dans l'état du billard, être criminel lorsqu'on avait tué un chien et donc mériter la mort. On passait 4 kilomètres plus loin où on était simplement un bon éboueur. Si vous m'avez donc suivi, on pouvait parfaitement changer d'état et par là même changer complètement de nature, changer son code de vie, changer son code moral. Bon, quand vous devez régner sur tout ça, vous vous rendez compte des problèmes qui se posent, les langues, les religions, les tabous, les interdits, tout ça qui existe encore aujourd'hui malgré les siècles. Tout cela, par une administration extrêmement prudente et sage, a en fait réussi à le sauver. Je vous dirais qu'en plus des réformes administratives et des réformes sociales énormes, il est le premier de ces turco-persan, parce que tout n'est pas indien, il est un turco-persan. Il est le premier à s'être dit, moi turco-persan, je représente ça par rapport à l'immensité de l'Inde. Et nous, turco-persans, sommes une infime minorité par rapport à la fabuleuse majorité de l'Inde, dont nous devons nous en rapprocher. Il est le premier à avoir pensé à ce rapprochement, en fait, de la dynastie régnante et du reste de l'Inde. Et le premier notamment à avoir créé, c'est un mariage mixte, qui sont parfois un peu dangereux, mais qui au moins, en tout cas, appuieront et sauveront sa dynastie. Sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan administratif, un personnage extraordinaire, très bien entouré, très sagement conseillé, et écoutant ses conseillers, qualité rare pour vous faire marquer. Le seul point peut-être qui me resterait à développer en 2 minutes, c'est le point culturel et artistique, parce qu'il ne s'est pas contenté de bien mener ses guerres, de bien mener ses réformes et faire un bon code civil. Il a en plus de ça eu des intérêts artistiques qui sont extraordinaires. Un peu politiques, mais extraordinaires quand même. Il a attiré à la cour de Agra, où il s'est fixé, tous les grands artistes dont on pouvait lui parler. Les meilleurs peintres, les meilleurs sculpteurs, les grands orfèvres, les grands artisans, les marketeurs, tous venaient à sa cour. Suivi bien entendu par les meilleurs poètes, les meilleurs historiens, les plus grands philosophes, les grands mystiques, quelle que soit leur confession. Il a réussi à faire de Agra une sorte de Florence, si vous voulez, mais une Florence qui était infiniment large, puisqu'elle couvrait au moins 4 religions importantes, donc 4 cultures différentes. Oui, c'est un petit peu autre chose que simplement, si j'ose, les Médicis. Donc, d'abord, faire de sa capitale un véritable centre des arts et des cultures. 2. Fonder des bibliothèques énormes. Il a eu l'intelligence de comprendre que le livre, c'est tout ce qui reste. Donc, il a commencé à exiger que les classiques jusqu'alors oraux soient écrits et qu'ils soient copiés. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est un chiffre qui est important. À Agra, il entretenait et salariait 18 000 copistes. 18 000 copistes. Et chaque ouvrage était préservé à la bibliothèque impériale en 5 exemplaires, puis diffusé à travers toute l'Inde. Autrement dit, il a contribué à la diffusion de la culture indienne comme peut-être personne ne l'a fait jamais. Comme la plupart de ses livres étaient ornés de miniatures, il a du coup fondé une des plus belles écoles de miniaturistes qui soit. Vous avez déjà eu quelques exemples, vous en aurez encore quelques exemples dans un instant. Et ce que je voulais vous dire, c'est la dernière chose, mais la plus importante, il a, et c'est extraordinaire dans ce monde oriental, décider de connaître la culture des gens sur lesquels il régnait. Enfin, il ne s'est pas contenté de leur tirer leurs diamants, leurs trucs, leurs impôts et leurs machins. Il savait qu'il y avait un passé, il savait qu'il y avait une tradition, et il a voulu la connaître. Et c'est allé si loin qu'il a chargé des bilingues de sa cour de prendre les grandes épopées de l'Inde et de les traduire en persan, langue qu'il entendait. Donc, il a fait traduire le Ramayana et le Mahabharata, en particulier en persan. Et en même temps, il a fait traduire le Coran en pali, en sanskrit et en hindi, de façon à ce que les grands centres, notamment bouddhistes, en aient un exemple. Et c'est merveilleux comme idée. C'est-à-dire dire, vous êtes un centre saint, mais moi j'ai ma religion aussi, j'aimerais que vous la connaissiez. Donc, voilà mon livre saint, je vous l'offre. Du coup, les sutras ont été traduits en persan également. Donc vraiment, c'est une époque qui est absolument passionnante parce que les idées voltigeaient, les cultures n'avaient plus de frontières, et vraiment c'était une période d'émulation qui est absolument indicible. Et tout ça a duré, je vous le répète, pendant pas moins de 40 ans. En 1605, enfin, Akbar, complètement épuisé par un règne qui était formidablement intense, s'est éteint. Et son fils Jahangir l'a fait mettre au tombeau. C'est ce que nous allons voir maintenant, parce que c'est le monument que je voulais vous faire visiter ensuite, c'est l'extraordinaire tombeau de l'empereur Akbar. Alors nous sommes bien sûr tout près de Agra, aux portes de Agra, dans un lieu qui
Sikandra. C'est un gigantesque jardin, mais gigantesque, dont l'épicentre est occupé par ce tombeau que vous allez voir. Mais ce que l'on voit d'abord, c'est les habitants de Sikandra. D'abord les gazelles, vous le reconnaissez bien ici, le plus grand nombre. Puis, immédiatement derrière, des singes. Et cette race de singes absolument merveilleuse qu'on appelle des langours, et qui sont les seuls singes au monde qui vous sourient, mais vraiment ils vous sourient, des singes merveilleux. Alors voilà les langours ici, regardez, celle-là, elle se tient comme une dame à sa loge. Et troisième chose, les fameux petits écureuils qu'en Inde on appelle tamia. Alors vraiment, ça donne un peu une impression de paradis sur terre, aussi quand on a les antilopes, les langours et les tamias, comme ça, qui se promènent entre les perspectives du monument. Quant au monument, le voici, c'est quand même ça qui vous intéresse le plus. C'est un monument que Akbar a entrepris et que Jahangir en fait a pour lui achevé. Et regardez-le bien parce que, ne serait-ce que cette première vision de façade vous montre l'ouverture d'esprit de Akbar. Je veux dire, c'est construit selon le parfait système turco-persan, avec de grands arcs qu'on appelle arcs fatimides, vous savez, c'est arcs brisés légèrement tout au passé, absolument, sur un soubassement formant portique, selon la traduction turco-persane aussi. Mais regardez que partout ailleurs, ce sont de grêles et élégantissime tout petit pavillon, selon le principe indien atavique. C'est des fameuses chapteries de l'Inde qui existent depuis longtemps des temps. Donc même dans son tombeau, il se veut en fait et mongol et indien. Il y a un très extraordinaire mélange de styles. Alors, la partie intérieure est d'une beauté merveilleuse. C'est un énorme bloc de maçonnerie qui supporte le tombeau même, mais entièrement ajouré par un vaste portique dont la première assise est peinte couleur sang de bœuf et le reste est parfaitement blanc. Ce qui donne justement une espèce de variation de ton, allant du rouge au rose, enfin du rouge au blanc en passant par le rose, est vraiment absolument merveilleuse. Et travaillé, vous allez le voir, avec une grâce étonnante, parce que chacune de ces arcatures porte ces capricieux nids de guêpes, comme on les appelle, c'est tout ce jeu ornemental qui est à la fois extrêmement sobre, mais en même temps d'une très très grande beauté. Donc au fond, je dirais, toute la substructure de l'édifice est parfaitement dans l'esprit moghol, c'est-à-dire turco-persan. Alors que, je vous le disais tout à l'heure, on le voit maintenant mieux, toute la partie supérieure, c'est ce jeu de tout petits pavillons à 4, à 8, à 6 colonnes parfois, qui jouent de façon absolument étonnante et qui prennent une valeur poétique indicible, surtout au moment du coucher du soleil. Parce que là, vraiment, tout d'un coup, on a une espèce de vision de l'Inde, c'est plus indien que nature, pourrait-on dire, et nous sommes pourtant dans le tombeau d'un grand moghol. C'est une espèce d'énorme pyramide de grès, de marbre et de maçonnerie abrite au fond, dessous, comme dans les pyramides d'Égypte, la véritable chambre funéraire de l'empereur. Et cette chambre funéraire est d'une splendeur. Elle est entièrement revêtue de stuc, qu'on a entièrement travaillé d'un très léger bas-relief avec, vous voyez, des formes d'arbres, de fleurs, etc., entièrement peint en rouge, bleu, or et argent. Malheureusement, ça a beaucoup souffert du temps, bien entendu, mais vous pouvez quand même, je crois, voir la grâce de cette peinture, la qualité de cette peinture, surtout au coupole, où alors vraiment, ça se développe avec le faste des plus beaux tapis d'Orient. On a vraiment l'impression de vivre comme ça, sous un tapis d'Orient, déployé comme ça, tout ça, souplesse, pourrait-on dire. Donc, le vrai tombeau de Akbar se trouve là au fond, sous l'édifice même. Mais, il faut que vous sachiez que la tradition moghol exigeait qu'au tombeau effectif, au tombeau du corps, corresponde en haut une espèce de tombeau de l'âme. N'oubliez pas que nous sommes faits d'un corps et d'une âme, ça on nous l'a dit même à nous. Eh bien, le musulman va jusque-là que le corps est véritablement confié à la terre, où il revient à la terre, mais l'âme est comme exaltée plus haut pour rejoindre l'infini et donc Dieu. Donc, sur le toit de Sikandra, à ciel ouvert, il y a un deuxième monument funéraire, votif, entièrement votif. Il n'y a rien, il n'y a pas un ossement, il n'y a pas des cendres, il n'y a rien, mais simplement permettant au fond cette espèce d'extraordinaire envol de Akbar. Et c'est ce simple bloc de marbre, car ça n'est rien d'autre qu'un bloc de marbre, que je voulais vous montrer parce que c'est peut-être la plus belle sculpture de marbre jamais exécutée sous Akbar. Vous voyez qu'en fait ce sont des noms et des épithètes de Allah qui se multiplient, bien. Très belle calligraphie, ça va de soi, mais surtout dans un décor de fleurs et de fruits d'une indicible qualité. Vous le voyez là agrandir à peu près 10 fois, et vous remarquerez, ça supporte admirablement, j'en parle là, à aucun moment on ne sent la maladresse
dans un traitement de ciseaux est absolument exemplaire. Et puisque déjà ça supporte 10 fois, supportons 100 fois, ou à peu près. Et regardez ici, voilà, toute cette série de petites plantes aux nervures extrêmement exquisément modelées, tout cela qui est minuscule. Je dirais que l'arbuste, vu tout le centre de ce document-là, doit faire 16 cm au grand maximum. Et tout cela est vraiment rendu avec un sens poétique, en même temps un besoin de perfection qui est incroyable. Donc, ça c'est pour le catafalque votif de notre Akbar. Mais il faut savoir que juste devant, et vous avez dû le remarquer dans le premier document que je vous ai montré, juste devant, il y a une colonne, une espèce de colonne tronquée, vous l'avez devant vous, et qui, à soi seul d'ailleurs, est aussi un chef-d'œuvre, car on y retrouve ce même sens de l'ornementation que sur le catafalque qui est voisin. Cette colonne supporte une sorte de vasque, vous la découvrez devant vous maintenant. Alors pourquoi ? Parce que Akbar avait dit qu'il voulait être enterré avec ce qui était pour lui la plus belle chose qui soit. L'objet qui résumait son besoin de pureté, son besoin d'absolu, son besoin d'éternité. Enfin bref, l'objet qui catalysait tous ses rêves. Et cet objet-là, c'était un diamant. Et ce diamant, tout le monde le connaît. C'est le fameux Koh-i-Noor, ou Koh-i-Noor si vous le préférez. Alors, c'est extraordinaire de penser que ce Koh-i-Noor avait été acheté par Akbar, il avait fait partie de son trésor. Akbar ne le quittait jamais, il ne l'a jamais porté, il l'avait dans ses poches. Il y retrouvait encore une fois l'absolu. Et puis, quand il est mort, il l'avait posé à côté de lui. Et nous sommes en Inde, c'est-à-dire dans un pays où tout est respectable. Ce Koh-i-Noor est resté là jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle, où il était naturellement volé, naturellement par un soldat, moins naturellement hollandais, disons que c'est le Hollandais qui est monté plus vite que les autres, mais toujours est-il, jusqu'au moment où l'Occident s'est occupé de revoir le besoin absolu de l'Orient, le Koh-i-Noor est resté sous les moussons, comme ça, sous la pluie, sous le soleil, de jour, de nuit, devant le tombeau de Akbar. Et je crois que c'est le plus beau symbole que je puisse vous montrer de cette espèce de pureté dont Akbar avait tellement besoin. Vous voyez que monument par monument, d'abord le fort, maintenant le tombeau, on apprend à mieux le connaître. Maintenant, Fateh pour Sikri, ça va être pour vous une aimable promenade. Et nous allons y entrer, mais j'ai encore un point à vous expliquer. Vous savez tout d'Akbar, vous savez qu'il est un grand mongol, vous savez quelle place il occupait dans la dynastie, je vous ai raconté sa petite enfance, ses grands problèmes, bon très bien. Il n'y a plus qu'un point, je dois développer en 2 mots maintenant. Pourquoi Fateh pour Sikri? Il est un grand et tout grand. Mais pourquoi ce Fateh pour Sikri extraordinaire? Alors, l'histoire est très belle. C'est un peu de l'histoire, c'est un peu de la légende, et c'est pour ça que c'est très beau d'ailleurs, disons bien. Akbar s'était marié à une indienne. Il voulait montrer à ses compagnons l'exemple de ces mariages de syncrétisme, c'est-à-dire ce rapprochement en fait de la majorité indienne à la minorité tchékopessan. Donc il avait épousé une princesse rajpoute qui s'appelait Mariam Zamani. Et comme vous le savez peut-être, mais comme vous le savez peut-être pas, il n'avait qu'une femme et n'aura jamais qu'une femme. Aucun des grands Mongols n'a été ni bigame, ni trigame, ni quadrigame, ou que sais-je encore. Ils étaient monogames. Et notre Akbar, donc, voulait être un descendant de cette Mariam Zamani. Et rien ne venait. Et tout avait été essayé. Ça, je peux vous le dire. On a encore des documents sur les pèlerinages que la pauvre Mariam Zamani a fait, sur ce qu'on leur a fait boire, manger, sur des espèces de positions aberrantes. Yoga, Kama Sutra, ça pouvait marcher. Rien n'avait marché. Et un jour, mais vous savez, vous croyez que je plaisante pas, nous avons les archives du règne. Et les histoires concernant cette descendance souhaitée, d'abord sont pour mourir de rire, parce qu'on leur a rendu des trucs absolument hallucinants, vous pouvez bien penser. Mais deuxièmement, c'est terriblement émouvant de voir avec quelle candeur ils ont essayé chaque fois. Un jour, ils faisaient de la chasse aux faucons ensemble, pas très très loin de Agra. Et tout d'un coup, ils voient sous un arbre comme ça un vieux bonhomme, mais alors, un regard extraordinaire. Or, Akbar, et ça c'est vrai, c'est pas de la légende, quand il voyait un saint homme ou un homme en méditation, toujours s'arrêtait, mettait pied à terre et le saluait, où que ce soit. C'est très beau d'ailleurs. Un sadhu hindouiste, un chiite perdu dans la nature, quelle que soit la confession, il s'arrêtait, mettait pied à terre et allait saluer, toujours. Donc, comme d'habitude, il met pied à terre, le saint sort de sa méditation, le regarde et lui dit « Seigneur, tu auras un fils et il s'appellera Victoire. » Donc maintenant, du coup, évidemment, Akbar remonte le cœur plein d'allégresse sur son cheval, repart pour son
palais, et 9 mois plus tard, est né un fils, évidemment. Le saint homme était un musulman, il s'appelait Cheikh Selim Chisti. Quand Akbar aura ce fameux fils, il l'appellera naturellement Selim, du prénom même du saint homme. Et c'est Selim qui sera un jour Jahangir. Et là où se dressait l'arbre du saint, là où toute sa vie a fini par trouver une justification, là où sa descendance a été assurée, il a dit, là, je construirai une ville, et elle s'appellera Victoire. Autrement dit, le saint lui a promis un fils, et en retour, il lui donne une ville. Et autour de l'arbre, on a donc construit la ville de Fatehpur Sikri. Voilà, en tout cas, ce que racontent les chroniques, toutes les chroniques de cette époque-là. Sur le plan pragmatique, il faut simplement savoir une chose encore. Selim, le petit bébé là, le fils, oui, est né le 31 août 1569, ceux qui étaient exacts, 31 août 1569, et la première pierre de Fatehpur Sikri, c'est le 2 septembre 1569. C'est donc pour dire qu'il y a des décisions qui se prennent vite dans le cœur d'Akbar. Le 2 septembre 1569, on posait les premières pierres. En 1571, la cour pouvait déjà habiter Fatehpur Sikri. À partir de 1575, on ne parlait même plus d'Agra. Tout était déplacé dans cette espèce de ville de rêve que vous avez visité dans un instant. Mais chose extraordinaire, en 1585, tout le monde partait. Un jour de 1585, Akbar a permis à sa cour qu'ils avaient 3 jours pour tout quitter. Et il a déplacé sa cour à Lahore, dans l'actuel Pakistan, où il a en fait fini ses jours. Donc, tout d'un coup, tout est abandonné. Et je dois vous dire, personne n'est capable, à l'heure actuelle encore, et malgré toutes les recherches, de dire pourquoi on a abandonné Fatehpur Sikri. On ne le sait pas, le mystère reste total, et c'est peut-être encore plus beau. Je veux dire, on a invoqué les choses comme le manque d'eau. C'est ridicule, même dans le guide bleu, c'est écrit là, je pêche tous mes renseignements, comme chacun sait. Mais même là, c'est pas encore écrit. Or, la Yamuna passe à 6 km de là. Quand on est capable de faire à Delhi des aqueducs de 35 km, on peut aussi en faire de 8 km, voyez-vous. Donc l'histoire du manque d'eau, c'est absolument pas vrai. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou est-ce qu'il s'est simplement rien passé, mais qu'Akbar avait fait le tour, c'est possible. Mais toujours est-il qu'en 3 jours, cette ville sera abandonnée et que personne n'y reviendra jamais. Ni Jahangir, ni Shahjahan, ni Aurangzeb n'habiteront Fatehpur Sikri. Et lentement mais sûrement, la végétation s'installera dedans autour. On oubliera complètement même qu'il y avait une ville jusqu'à 1882, où des soldats anglais l'ayant retrouvé, en fait, ont permis sa restauration, sa remise en état, et donc de nous livrer un des rêves les plus extraordinaires qui soit, une ville qui n'avait plus que 14 ans. Comme tel est la Marna, qui n'avait plus que 12 ans. C'est donc exactement le même type d'histoire. Alors cela étant, beaucoup à voir encore, nous partons maintenant pour Fatehpur Sikri. Alors, le paysage, c'est celui que tout le monde connaît, c'est l'Inde, dans toute sa splendide désolation, c'est-à-dire il n'y a strictement rien où se raccrocher. Simplement sachez que dans cette plaine énorme devant vous, là-bas, il y a Agra, on est à même pas 30 km de Agra, et donc ici s'est construit la ville. Alors je voulais vous montrer, en y entrant, une miniature qui date de Jahangir, donc c'est pas tout à fait historique, pourrait-on dire, c'est Cheikh Selim Chisti que vous avez ici, prenant congé de Akbar après l'une de leurs discussions du soir. Il faut savoir que c'est Cheikh Selim Chisti n'a en fait jamais abandonné Akbar, ils sont restés ensemble. Et voilà la rencontre donc, des deux personnages et ce fameux geste de salutation, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, du néant total est sortie la ville. Et regardez, cela veut dire quelque chose. Il a fallu terrasser entièrement la plaine pour poser la ville sur cette espèce de hauteur artificielle qui est la sienne. On a construit une gigantesque porte qu'on a appelée Porte de la Victoire, ville de la Victoire pour le fils de la Victoire. Alors vraiment, tout est mis sous l'égide de Selim. Et cette porte regarde donc du côté de Agra, bien entendu. La porte est assez prodigieuse, l'architecture est belle, mais aussi le symbole, parce que Akbar y a fait, c'est lui, il a fait plaquer tous les fers de tous ses chevaux. Voulant dire par là symboliquement, je suis arrivé jusqu'à ce lieu qui est Fatehpur Sikri, je m'emploierai à construire Fatehpur Sikri, mais je ne repartirai pas. Donc, les fers de mes chevaux iront sur les portes de la ville même. Hélas, ce pari ne l'a pas tenu, puisque 15 ans plus tard, on referait les chevaux et on allait
plus loin. Passer la porte de la Victoire, on entre directement dans la mosquée. Je veux dire, la mosquée, c'est vraiment le lieu qui forme, comment dire, le sas entre le monde extérieur et le monde impérial. On doit passer par la mosquée, c'est obligatoire pour gagner la ville. Et inutile de vous dire, c'est une mosquée prodigieusement belle, avec d'immenses portiques en grès rouge, parce que vous retrouvez ce fameux grès si cher au père d'Akbar. Je voulais au moins vous montrer deux des côtés de ce portique pour vous rendre compte de l'immensité, côté démesuré, si vous voulez, de toute cette construction-là. Et naturellement que lorsqu'on est dans la cour, ces portiques se développent aussi avec une très très grande beauté, d'autant plus qu'ils sont allégés de nouveau par les fameux petits pavillons à l'indienne, les fameux chaptris que vous avez ici au-dessus. Donc on a de nouveau cette espèce de contraste et de jeu entre l'architecture typiquement musulmane, turco-persane de la mosquée et l'aspect ataviquement indien au-dessus. Mais le tout vraiment mené avec un sens de l'harmonie qui est indicible. Celui des portiques qui regarde vers la Mecque, autrement dit le Iwan qui regarde vers la Mecque, est naturellement orné de mihrab, c'est-à-dire la fenêtre, tout le monde sait ça quand même, la fenêtre par laquelle au fond le fidèle est en communication directe avec la Mecque, au fond, la fenêtre vers laquelle se catalyse sa foi. Dans une mosquée normale, il y a un mihrab. Dans une grande mosquée, il y a 3 mihrabs, ou plus. À Fatihpur, c'est si gigantesque qu'il y en a 9. Et j'aimerais que mes conférences durent 4 ou 5 heures, ce serait ma volonté, je dois vous dire, parce que je vous aurais montré les 9. Les 9 mérites d'être vus sont tous d'une beauté absolument indicible. Mais sachant que quand même vous ne restiez pas 4 ou 5 heures, j'en ai amené que 2. Profitez quand même donc d'avoir vu ce premier, et voilà le deuxième. C'est donc du grès rouge, incrusté de marbre blanc, avec quelques éléments de marbre noir. Et tout ce qui manque, c'est dans la niche qui est ici, des feuilles d'or, pour montrer qu'en fait, ceci est une fenêtre ouverte sur une espèce de vision du paradis qui est en fait la vision de Dieu. Donc vous avez un des miracles à la fois les plus simples, en même temps que les plus somptueux, qu'on ait jamais créé en Inde, et en Amérique, quelque chose qui est indiciblement beau. Donc oui, la mosquée, c'est simplement une grande cour avec 4 portiques, les iwanas, un iwan regardant vers la Mecque et 9 miracles comparables à celui que vous avez là. Et chose très émouvante, le long du portique de l'Est, depuis 1571, cet homme joue du tambour et chante. Alors voyez, comme je vous explique, c'est ce que c'est très beau tout de même, je trouve. Lorsque Akbar est venu voir les travaux de la mosquée, il a trouvé ce qui marquetait les miracles un peu lents dans leur travail. Donc, il a désigné l'un d'eux et a dit « Chante pour tes compagnons, joue pour tes compagnons, donne-leur du cœur au ventre. » Eh bien, rendez-vous compte que depuis ce jour-là, cet homme, puis son fils, puis le fils de son fils jusqu'à aujourd'hui, continue à chanter pour donner du cœur au ventre au fantôme de Fatihpur Sikri. Celui-ci est, paraît-il, le 27e depuis l'époque de Akbar. Et il chante jour et nuit dans cette mosquée. Pour lui, c'est un devoir sacré. Nous retournons à la cour de la mosquée, nous y sommes maintenant, car il faut savoir qu'au beau milieu de cette cour, il y a un monument qui est encore plus indicible que tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. Le voilà, ce monument. En fait, c'est le tombeau de Sheikh Selim Chisti. Quand Selim Chisti est mort, bien sûr, Akbar l'a fait ensevelir dans la cour. Et le monument, qui contraste par sa blancheur éclatante de marbre avec le grès rouge si cher au cœur de l'empereur, ce monument est un des plus beaux que l'on puisse imaginer en Inde. C'est en tout cas un des plus riches qui soit, car Akbar a voulu donner là, au fond, tout ce que la pierre pouvait emblématiser de plus beau pour marquer une âme vouée au paradis. Alors, c'est tout simple. C'est une grande pièce quadrangulaire qui contient une espèce de chasse qui abrite les restes de Sheikh Selim Chisti. Donc c'est très simple. Mais pour arriver à cette notion d'irréel et donc de paradis, on a utilisé systématiquement les jalis, mais en exigeant des artistes encore plus de virtuosité que jamais au monde. Ce qui fait qu'on a quelque chose, on a une lumière qui est complètement une lumière dans notre monde. Je veux dire, tout est filtré par ces espèces de jeux de géométrie interne de chacun de ces panneaux, de façon complètement magique. Alors, regardez déjà la magie de ce contre-jour. Regardez peut-être encore mieux l'autre magie de cet autre contre-jour. Où vraiment on n'en finit plus de découvrir des cercles qui s'imbriquent dans des cercles, avec des étoiles dedans. Et juste à travers, vous avez d'assez bons yeux pour deviner un arbre. Inutile de vous dire que c'est le fameux arbre sous lequel a eu lieu la première rencontre. On jure à l'heure actuelle que c'est l'arbre original. Bien entendu. Toujours est-il, vous avez vu jusqu'à présent en contre-jour, je voulais maintenant vous montrer, je veux dire, du bon côté lumière, pour que vous vous rendiez
rendiez compte de l'incroyable travail de ces écrans. Ça, c'est l'écran dit aux étoiles. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'un coup de ciseau maladroit et tout est perdu, on recommence? Car en fait, c'est une seule plaque de marbre, bien sûr, ce que vous avez là. Une seule plaque de marbre, mais ajoutée avec une maîtrise qui est incroyable. Alors, on cite bien souvent les plus beaux javis de l'Inde en parlant de ceux du Taj Mahal. Je vous dirais qu'on oublie ceux de Fateh Sikri qui sont encore 1000 fois plus virtuoses. Regardez ce que vous avez sous les yeux. Eh bien, si vous prenez cette alvéole-ci, j'espère que c'est assez net pour tout le monde, ma petite tâche, je peux vous dire, expérience faite, que je n'y passe pas mon médius et je n'ai pas particulièrement des grosses battoirs. Autrement dit, ça vous donne une idée de l'échelle et donc du même coup de la virtuosité des artisans. C'est incroyable. Le plus beau de tous les javis, c'est celui qui abrite le tombeau même de Selim Chisti. Donc là, c'est un javi à l'intérieur du monument. Tous les fils que vous voyez pendus, ce sont bien entendu les centaines de milliers de dames indiennes qui viennent chaque année demander d'avoir des enfants, comme si ça ne suffisait pas, mais enfin bon, et qui chaque fois attachent un fil rouge lorsqu'elles sont musulmanes, jaune lorsqu'elles sont d'une autre confession, mais Selim Chisti, de toute façon, répond à tous les vœux. La statistique le prouve, d'ailleurs. Cela étant, nous quittons la mosquée et nous quittons donc au fond les propriétés de la ville. Je rappelle, la mosquée, c'est les propriétés de la ville. Donc maintenant, nous allons nous aventurer dans la ville et découvrir non pas tous les bâtiments, encore une fois, là, c'est 3 jours qu'il nous faudrait, mais visiter les plus beaux, les plus marquants, les plus imposants. Et nous allons commencer par celui-ci. C'est le plus grand de Fateh Sikri, c'est le plus étrange aussi, puisqu'il a été fait pour une petite fille de 13 ans. Lui-même avait épousé une princesse Rajput. Il a donc fiancé son fils, Selim, futur Jahangir, à une princesse Rajput aussi. En l'occurrence, son choix s'est porté sur une des plus grandes familles Rajput, la famille des Maharajas de Jodhpur. Trop content d'accepter, le Maharaja a envoyé sa fille et en plus, on a vu arriver à Fatehpur les éléphants du cortège de la princesse. Puis on n'a rien vu sortir du palanquin. Alors on va les voir, et on a découvert une gosse complètement paniquée, terrée dans un coin, tremblante et terrifiée. On l'a quand même sortie, elle s'est ruée à travers l'espace pour aller se mettre au pied d'un arbre, comme ça, complètement affolée. Et Akbar, du coup, a eu, pour cet enfant déraciné, une espèce de tendresse qui était peut-être un souvenir de son enfance à lui. Et il lui a fait construire, du coup, au milieu de Fateh Sikri, le plus grand, le plus rassurant, le plus costaud des palais, un endroit où elle allait pouvoir reprendre un peu de vie, si vous le voulez. Et chose très émouvante, dans un style purement indien. Très belle porte ajourée en grès, comme vous pouvez le voir. Un très très beau balcon pour que le héros de la cour annonce les arrivants et les visiteurs au palais même de la jeune princesse. Et à partir de là, tout simplement, une gigantesque cour marquée par 4 salons, on les appelle tels en français, on dit divans là-bas, normalement 4 salons aux 4 points cardinaux, vous trouvez un ici, pour l'été pour l'hiver en bas, pour l'été en haut, le tout d'une très très grande simplicité, c'est vrai, mais d'une très grande beauté. Et encore une fois, regardez combien ces lignes sont pures, regardez combien elles sont sereines. Et vraiment, c'était encore une fois donner une référence de sérénité à un être qui ne l'avait surtout pas. L'ensemble de l'architecture est, comme tout ce que signeront les architectes de l'époque d'Akbar, d'une merveilleuse élégance. Et on raconte pourtant que Jodhpur n'a aimé qu'un lieu vraiment, ce lieu-là, c'est le petit balcon que vous voyez ici. Et pour la simple et bonne raison que de ce petit balcon, elle pouvait voir passer tout Fateh Sikri, point 1, mais surtout Akbar, pour lequel elle avait une vénération totale, point 2. Donc Jodhpur a passé l'essentiel de sa vie de fiancé à Fatehpur sur ce petit balcon. Alors, ce bâtiment-là, je ne dis pas, est de loin le plus beau de Fatehpur, mais c'est, je répète, le plus grand et le plus impressionnant. Car nous allons découvrir maintenant d'autres bâtiments plus petits, mais vous allez voir, beaucoup plus extraordinaires. Vous vous souvenez que je vous ai parlé, à côté de l'empereur Akbar, de cette épouse qui s'appelle Mariam Zamani. Eh bien, ce que vous avez devant vous, c'est le palais de Mariam Zamani. C'est minuscule. Il y a, comme vous pouvez voir, un grand espace ouvert ici, qui est en fait la pièce de réception. Il y a là une pièce pour les dames de service et 3 petites pièces pour l'impératrice elle-même. Et c'est tout. Un escalier qui est une véritable échelle à poule pour venir ici et voir ce qui se passe au-delà, les dames ne pouvant pas aller voir vraiment dans le quartier des hommes qui est au-delà de ce mur. Vous savez
les faces de la cour, donc Marianne Zamani les regardait de là-bas en haut, mais c'est presque rien. Seulement, à l'époque, c'était cette maison-là entièrement peinte. Je veux dire par là que tout, les colonnes, les murs, l'extérieur, l'intérieur, tout était peint par les miniaturistes de la cour. Et on y racontait toute la vie de la cour en Inde. Il y avait des scènes de musique, des scènes de danse. Là, vous voyez, ayant subsisté une scène de combat d'éléphants. Et tout était peint uniquement en bleu et en gris sur un fond d'or. Cette maison somptueuse, donc, en dépit de sa petite taille, s'appelait la Maison Dorée. Et c'était donc le lieu de séjour de Maria Zamani. Vous allez vous dire, du coup, que quand même, il avait un petit peu maltraité son épouse. Eh bien, attendez de voir comment il s'est traité lui-même. Car, troisième monument que je vous montre maintenant, la résidence de Akbar, là où il habitait. Alors, regardez, c'est simplement, si j'ose dire, quelques corps de bâtiments ici pour ceux qui sont nécessaires et obligatoires à son service, mais des bâtiments qui ne comptent pratiquement pas, et un magnifique bassin au centre. Un bassin, comme vous pouvez voir, avec une île centrale à laquelle on peut accéder par 4 ponts. Et c'est sur ce bassin que Akbar faisait danser, chanter et jouer les plus grands artistes de l'Inde. Tansen a chanté des ragas des nuits entières seul sur cette île. Et de l'autre côté, sur la terre ferme, à peu près là où je mets ma lumière, était assis Akbar. Et c'est tout. Donc en fait, c'est le bassin qui est le joyau de la résidence, en ceci qu'il est le lieu par lequel Akbar a connu peut-être ses félicités les plus grandes. Surtout ses fameuses félicités musicales, dont je vous ai dit qu'il était l'un des plus grands, l'un des plus brillants que l'on puisse imaginer. Alors, le bassin, vous venez de le voir, bien. Mais la résidence, la voilà. Donc, c'est vraiment vous dire que le maître du monde habitait dans quelque chose qui était à peine un pièce, puisque vous remarquerez qu'il s'agit d'une pièce entourée d'un portique, et c'est tout. Je vous ai dit qu'en Akbar demeurait l'âme d'un véritable spartiate. Nous avons vu 3 bâtiments déjà maintenant, donc Jodhbhai, Mariam Zamani et Akbar lui-même. On va monter maintenant, si j'ose dire, c'est-à-dire voir des choses de plus en plus belles. Juste à côté de la résidence d'Akbar, il y a un minuscule pavillon, alors encore beaucoup plus petit que celui de Mariam Zamani, et nous allons le voir, c'est peut-être le plus beau de tout Fatehpur. Lorsque les premiers historiens et archéologues anglais ont découvert ce lieu-là, ils l'ont appelé, Dieu sait pourquoi, le pavillon de la sultane turque. C'est très mignon d'ailleurs. Mais laissant présupposer que quand même il y avait eu une dame, etc. Bon. Depuis, on connaît un peu mieux Akbar, un peu mieux sa vie, un peu mieux sa cour, un petit peu mieux surtout la vie de Fatehpur Sikri. Et nous avons encore ceci que je trouve admirable. Pour Akbar, la plus grande joie au monde, c'était la discussion. Discuter avec quelqu'un qui avait quelque chose à dire, discuter avec quelqu'un qui avait quelque chose à défendre, était sa volonté suprême. Et lorsqu'une discussion commençait et qu'elle passionnait le Mogol, il prenait son interlocuteur ou son interlocutrice par le bras en lui disant « Venez, nous allons continuer ailleurs ». Et cet ailleurs, c'est le pavillon où vous allez entrer dans un instant. Il s'appelait le Amuk Talao, c'est-à-dire le pavillon sans pareil. Et il était d'une beauté indicible, tout petit et confidentiel qu'il soit, parce qu'il abritait des choses indicibles. Ces fameuses conversations qui ont été le bonheur fondamental de la vie de Akbar. Alors, je vais juste vous montrer une miniature. C'est surtout pas Akbar, et c'est surtout pas une dame du temps d'Akbar, et c'est même pas le pavillon sans pareil, mais simplement le côté très petit, très fermé, très confidentiel du lieu nous montre quelque chose qui a pu ressembler à l'atmosphère et à la chaleur de ce Amuk Talao. Alors, on s'en approche maintenant. Et je pense qu'au premier coup d'œil, vous vous rendez compte que vraiment, c'est un joyau. C'est absolument un joyau. On a beaucoup fait dire de choses au grès. Akbar avait déjà beaucoup fait parler au grès, mais jamais comme ici. Jamais. Car vous remarquerez que partout, il y a des motifs qui rappellent des motifs de panache ou de canage, où il y a au contraire des motifs beaucoup plus souples de fleurs, de fruits, voire de grappes de raisin. Et pas un pouce de ce bâtiment, à l'intérieur comme à l'extérieur, n'est littéralement orfèvré. Et donc celui-là, qui est beaucoup trop petit même pour qu'on y couche, était simplement fait pour que 2 êtres d'exception face à face puissent s'offrir ce plaisir suprême qui est le plaisir de la discussion, tout simplement. À l'intérieur, on va quand même vous faire entrer, il y a essentiellement des motifs de pentes de raisin et grappes de raisin, bien entendu, le long des chambres de porte, puis une toute petite salle dont vous voyez ici quasiment l'entier du plafond, une dalle de grès, mais taillée de nouveau avec le chatoiement
d'un tapis d'Orient. Et les murs eux-mêmes se terminent au bas par des plaintes. Vous voyez ici, ce sont les panneaux des plaintes. Et chacun de ces panneaux est un paysage. Et des paysages qui sont absolument exquis. Des arbres, des fruits, des fleurs de toutes sortes. Ici, par exemple, une espèce de paysage de jungle, de forêt, si vous voulez. Un tout petit peu plus loin, un paysage de jardin, vous pouvez reconnaître, parce qu'il y a tout d'un coup des vasques, ici, tout partent des plantes, des choses extraordinairement capricieuses, et même, un tout petit peu plus loin, un paysage assez étonnant, parce qu'il est quasiment chinois au style, si vous remarquez. C'est un grand arbre occupé par des faisans. Vous voyez très bien ici, ces magnifiques oiseaux et leur empennus. Et de nouveau, vraiment, un lieu particulièrement inspiré. Si inspiré d'ailleurs que je dois vous dire qu'une thèse de doctorat a été faite relativement récemment par une jeune américaine pour trouver les modèles utilisés par les artisans de ces panneaux. Et ces modèles ont été trouvés. Donc je voulais simplement vous montrer parce que c'est tellement beau. On a en effet retrouvé, provenant d'une des bibliothèques de Fateh pour Sikri, ayant transité par Delhi, Bombay et Téhéran, actuellement déposé à la Chesterfield Library, un manuscrit turco-mongol représentant le jardin du paradis en 28 miniatures. Et bien, comparaison faite, toutes les miniatures de ce jardin du paradis ont été reproduites sur le grès de Mahmoud Palau. C'est quand même intéressant, disons, de voir comment un modèle peut ainsi trouver ses répercussions, et puis ça me permettrait surtout de vous reposer de tout ce grès par les couleurs merveilleusement chatoyantes dans les plus beaux livres jamais enluminés à l'époque de Akbar. Après le Mahmoud Palau, nous continuons notre promenade à travers les tours. Voilà un étrange bâtiment tout en hauteur, une espèce de pyramide en hauteur. Il s'appelle le Panch Mahal, c'est-à-dire le palais des cinq. Quoi? 5 étages, tout simplement. Alors, c'est un palais complètement ouvert à tous les vents, qui est au fond le salut de la cour dans les nuits qui précèdent la mousson. Je ne sais pas si vous avez connu l'Inde avant la mousson, c'est absolument terrifiant. Il n'y a plus un souffle d'air, il n'y a plus une espèce de chaleur qui finit par vous gagner, mais le centre de la colonne vertébrale, c'est presque angoissant. Eh bien, à l'époque d'Akbar, ça l'était déjà. Donc, on cherchait le frais par n'importe quel moyen, et on se cantonnait, tout le monde, on se cantonnait dans le Panch Mahal, on allait se mettre comme ça à tous les gens qui pouvaient passer dans ces nuits d'avant la mousson, redouté par les vieilles dames de Fateh pour Sikri, parce qu'Akbar, insomniaque, faisant jouer son temps de scène des nuits entières, l'empêchait naturellement de dormir. Voici un autre lieu important ici, c'est ce petit kiosque que vous avez là. Ce kiosque est capital pour la vie même de Fateh pour Sikri, car c'est là que chaque matin, l'astrologue de la cour donnait l'horoscope du jour. Akbar était très sensible aux signes. En cela, il était donc aussi bien turco-persan qu'indien, il faut le dire. Donc, un astrologue travaillait des nuits entières pour faire l'horoscope du jour. Et donc, tous les matins, on promulguait ce qu'allait être le jour au moment du lever du soleil. Mais ça allait si loin que chaque jour étant mis sous le signe d'une planète, chaque planète ayant sa couleur, 1 heure après que l'horoscope ait été tiré, toute la cour devait porter la livrée de la planète. Si vous m'avez bien suivi, ça veut dire que dans ce paquet pour Sikri tout rose, un jour ils étaient tout blancs, un jour ils étaient tout rouges, un jour ils étaient tout noirs, un jour ils étaient tout bleus. Mais il y avait une espèce de monochromie qui était complètement hallucinante. Toujours est-il que c'était pour la beauté du monument. Vous pouvez vous montrer de nouveau la très belle découpe des piles de soutien, ce qu'on appelle des makaras, c'est-à-dire en Inde. On monte, et vous arrivez à l'épicentre du pouvoir. Voilà la salle du trône. En Inde, ça s'appelle un diwan, c'est-à-dire le divan, le hall. C'est là donc que tous ceux qui étaient reçus par le grand Mongol venaient en fait pour apporter des suppliques, demander des conseils, demander justice ou simplement demander audience. Alors c'est cette pièce-là, mais vous allez voir, elle est plutôt singulière. En effet, tout le milieu de la pièce est une gigantesque colonne. Au beau milieu de la pièce, pas trop, une gigantesque colonne. Vous l'avez devant vous maintenant. Et sur ce vue superbe, le plus fantastique chapiteau qu'on ait jamais taillé. Un chapiteau qui forme une plateforme de 2,55 m de diamètre. C'est beau. C'est encore plus beau quand on regarde de près. Regardez ça. Donc tout un jeu de consoles extraordinairement découpé, et là encore, pour nous dire orfèvré. Et au sommet se tenait Akbar. Il était donc assis sur cette colonne-là, tout en haut.
ne pouvant pas voir qui lui parlait, et ne pouvant pas être vu de qui lui parlait. Alors là, du coup, on se dit, ah, Louis de Bavière, donc, pas du tout. C'est encore plus beau que cela, dans ce sens que Akbar avait toujours dit, si on me voit, on a peur, et quand on a peur, on ne dit pas la vérité. C'est pas faux. Et il disait aussi, quand je vois l'autre, s'il est beau, je lui donne raison, s'il est laid, il a tort. Donc je ne veux pas le voir. Alors la double prudence voulait qu'au moment des audiences, on ne voit ni le monologue, ni l'interlocuteur. Et Akbar réussissait ainsi au point à concilier ses forces. Alors regardez bien, il était donc installé sur un grand coussin, là, au milieu. Et vous avez remarqué que 4 passerelles permettaient de gagner les 4 bureaux qu'on trouve aux angles, où étaient le ministre des Affaires extérieures, intérieures, religieuses et économiques. Autrement dit, il y avait 4 bureaux d'où venaient les suppliques, et l'un s'est dirigé, pendant ces fameux 15 ans, s'est dirigé du haut de cette colonne, une des choses les plus inattendues et les plus invraisemblables qui soient. Et ça n'est surtout pas de l'agoraphobie, qu'on s'entend bien, puisque Akbar, lorsque tout était terminé, descendait et même le plus souvent conviait ceux qui avaient demandé l'audience à tel ou tel des jeux de la cour, car on jouait beaucoup à Fatih Sikri. Bien, nous quittons déjà notre hall, il faut que notre promenade avance, elle se termine presque. Juste à côté, une grosse cahute, vraiment ni très jolie, mais au moins solide, je vous la montre plutôt par intérêt, c'est le trésor. Car inutile de dire qu'à côté du maître, il y a toujours sa couverture. Autrement dit, l'or d'Akbar, les pierres d'Akbar, les légendaires émeraudes d'Akbar étaient gardés dans cette espèce de safe de grès rouge qui était le trésor et dans lequel, inutile de vous dire, on n'a pas retrouvé de quoi, mais un feu. C'était complètement vide, bien sûr. Le dernier monument que je vais vous montrer, le dernier, c'est cette maison-ci. Et on peut la considérer, on la considère d'habitude comme le joyau des joyaux, la plus belle maison de tout Fatih Sikri. Et c'est celle-là qui me permet de retrouver Birbal, dont je vous ai parlé beaucoup au début, du tout. Birbal habitait cette maison. Alors, sans rentrer dans les détails de sa biographie, c'est absurde, on n'a plus le temps, je sais. Birbal était un pur indien, de très bonne famille, de marchands d'ailleurs, disons bien, mais qui finira admirablement puisque Akbar lui conféra le titre de Raja, c'est-à-dire de roi honorifique, bien sûr. Cet homme était simplement un grand cœur, je crois pouvoir dire. Je vous ai déjà dit qu'on le sait avoir été analphabète, acculturé, mais par contre aimant la vie et comprenant la vie comme personne. Et en fait, il a toujours été aux côtés d'Akbar, dans ses parmi moments d'hypocondrie en particulier, pour lui redonner sens à la vie. Et Akbar avait toujours dit, Birbal est le 9e joyau de ma cour. Quand on sait que le premier joyau c'était Allah, le deuxième c'était Selim, son fils, le troisième Cheikh Selim Chisti, avouer le 9e c'est déjà une place enviable. Autrement dit, Birbal avait bien droit à une résidence somptueuse et il l'a eu. C'est la plus belle de tout Fatihpur. Alors voilà ici un portrait de Birbal, mais je dois vous dire qu'aucun historien ne fait vraiment confiance à ce portrait. C'est certainement à peu près n'importe qui quand on a décidé qu'il était Birbal. La maison maintenant. On a beaucoup tiré du grès et de bien belles choses, mais jamais on en a tiré autant que chez Birbal. Je veux dire par là que vraiment, non seulement des petits morceaux, comme par exemple cette petite niche pour mettre une lampe à huile, sont extraordinaires, mais l'entier de la maison est taillé avec cette grâce et cette splendeur-là. Et vraiment, regardez, on finit par ne plus savoir dans quel matériau on est. Est-ce qu'on est dans le bois de santal ou est-ce qu'on est vraiment dans du grès? Tellement, véritablement, la beauté, tellement, en fait, le travail est ici parfaitement accompli. C'est une des maisons d'ailleurs les plus vastes de Fatih Sikri, puisqu'elles ont 9 pièces, petites, mais enfin 9 pièces, 5 à l'étage inférieur où nous en trouvons, et 4 à l'étage supérieur où nous allons nous rendre maintenant. Car ceci est peut-être la plus belle pièce de tout l'appartement de Birbal. C'est la pièce de musique. C'est là qu'il offrait à l'empereur des concerts. Et je vous fais remarquer toutes ces niches au fond créées dans le grès. Dans chacune de ces niches, on posait une petite lampe à huile et derrière une petite feuille d'or. Autrement dit, la pièce comme ça s'irradiait complètement d'une lumière irréelle. Ce besoin d'irréel qu'avait Akbar était donc merveilleusement exorcisé chez son ami Birbal. Ce que vous avez là, c'est la contre-butée d'une marche d'escalier.
Enfin, c'est cette pièce qu'on aurait envie de mettre au-dessus de sa cheminée, à la place de son dossard de service ou de son bidet de famille, n'est-ce pas? Là, c'est une contre-marche d'escalier, c'est-à-dire que personne ne peut même jamais voir parce qu'on est pied dessus. Voilà. Ça vous donne un peu une idée de ce qu'était la splendeur de Paris-Courcy. Puis il faut juste terminer avec ce qui est logique d'attendre, c'est les écuries. Car inutile de dire qu'une ville impériale comme celle-ci exigeait chevaux, chameaux et éléphants. Et on peut se dire, enfin, où était-il? C'était l'écurie aussi simple que ça, et la voilà. Cet endroit-là, c'est le caravansérail. Et regardez, c'est presque aussi beau que tous les autres palais. Simplement, on voit très bien aux boucles qui sont là, que là s'accrochaient en fait les différentes montures qui marquaient le train de cette vie impériale. Car sachez qu'il n'y a pas une caravane venue d'Orient apportant des objets précieux qui ne se soit arrêtée à Patécourt, qui n'ait fait les meilleures affaires à Patécourt, car l'empereur achetait toujours ce qu'il y a de plus beau. Aujourd'hui, la seule chose que vous puissiez regretter après avoir fait vraiment un vaste tour de l'île, la seule chose, c'est de voir tout ça si vide, de voir tout ça sans aucun de ces objets qui ont été si beaux, si splendides, dont les poètes nous parlent encore. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous offrir, juste à la fin, quelques objets qui vraisemblablement ont été faits à l'époque et qui miraculeusement se sont conservés et sont dans à peu près tous les grands musées du monde. Donc j'ai réuni vraiment dans les musées d'Angleterre, dans les musées des États-Unis, des objets dont je suis sûr, et j'affirme qu'ils ont été faits à cette époque-là. Alors j'ai parlé de toutes les formes d'art, c'était impossible. J'ai choisi ici le textile. Je vais vous montrer un sur un ensemble de plus de 80 panneaux représentant des arbustes à fleurs. C'était les stores de la maison de Jodhpur. Ça, nous le savons. Elle s'était retrouvée à Jodhpur, car lorsqu'elle a quitté Jahangir, Jodhpur, elle est retournée chez son père à Jodhpur et on a retrouvé ça intact à Jodhpur. C'est de la soie brodée en forme de soie. Et donc, tous les panneaux ont un arbre différent. Ceci, c'est un morceau de velours, un des seuls velours qui ait subsisté de l'époque, entièrement rebrodé au fil d'or et d'argent, représentant, comme vous pouvez voir, une sorte de grand lys. C'était en fait l'un des coussins d'appui du trône impérial. Et c'est aussi une pièce qui est considérée comme une pièce d'une très très grande rareté, parce que provenance impériale, premièrement, excellent état de conservation et d'une immense qualité, je dois dire, de dessin. Ça c'est beau, hein? Ah oui, c'est une soie brodée sur soie, mais là où ça va complètement vous affoler, il y en a 140 mètres. C'est un rouleau de 140 mètres d'une soie complètement neuve. Alors c'est une des plus formidables découvertes en matière d'histoire du textile oriental. On a découvert au fin fond des fins fonds du dernier degré un espèce de rouleau comme ça. Et on a ouvert ce qu'on a trouvé. Heureusement, il y avait encore la fiche d'inventaire qui disait cadeau fait par l'empereur en souvenir d'un pique-nique ayant suivi une chasse. Il lui a offert tout simplement cela. Et là où l'objet est véritablement unique au monde, je dis bien, c'est que c'est neuf. Ça n'a jamais vu le jour. On l'a même jamais déballé. Donc vous voyez ici une soie du XVIIe siècle dans un état de fraîcheur qui est absolument indicible. C'est donc un des textiles indiens les plus fameux et les plus prestigieux qui existent à l'heure actuelle. Pour en finir avec les textiles, je voulais vous montrer ceci, mais je regrette que vous soyez si loin parce qu'il faudrait vraiment avoir le nez dessus pour se rendre compte que chacun de ces cyprès était de milliers de toutes petites fleurs. Ceci, c'est un châle. Donc c'est aussi un de ces châles en laine et soie brodée qui a été fait simplement noir et blanc, mais c'est une pièce absolument merveilleuse, propriété du Victoria and Albert de Londres, par hasard. Après ces quelques textiles, je voulais vous montrer qu'un bijou, n'ayez pas peur, on ne va pas voir toute la place Vendôme, un bijou, mais extraordinaire, c'est un anneau de nez. Je vous rappelle donc que ça se passe dans la narine percée, ça se répartit donc sur l'une des joues ici, et cet anneau de nez a été porté par une des princesses Rajput du nord de l'Inde, la princesse de Jaipur, ici. Alors c'est or, perle, rubis, émeraude, mais très représentatif, si vous le voulez, de l'art de cette époque-là. Et le dernier domaine que je voulais juste évoquer, c'était celui de ces merveilleuses vaisselles d'apparat. Akbar avait une passion indéfectible pour le jade. Il en faisait donc venir les plus belles pièces de Chine.
Mais la pureté du jade chinois ne convenant pas à son tempérament d'Indien, ils le faisaient incruster de fil d'or, incruster eux-mêmes de rubis, d'émeraude et de diamants. Et on arrivait à des pièces absolument exceptionnelles. Ce que vous avez ici sous les yeux, c'est un petit plateau à boisson. Donc c'est un plateau sur lequel on posait une sorte de hamac au centre, donc avec des éléments de rubis et d'or en l'occurrence. Et ici, sous vos yeux, le même type de vaisselle, c'est-à-dire les objets taillés dans le jade, en Chine, mais complètement remontés et rhabillés d'émeraude et de rubis. C'est de la vaisselle qui a appartenu au prince Selim, futur Jahangir, tout jeune. C'est d'ailleurs un peu moins élégant que la pièce précédente, mais enfin, propriété du Victoria and Albert de Londres. Une des plus belles pièces qui ait subsisté, mais là, même si vous êtes fatigué, et même si vous trouvez que c'est pas, catalysez-vous 2 secondes, c'est fabuleux. Le jade le plus recherché à l'époque de Akbar, c'était le jade noir. Donc, dans un morceau de jade noir, ramené du nord de la Chine, de Mongolie, on a taillé cet objet-là. Et cet objet a une finesse tellement extraordinaire, en même temps d'une élégance tellement fabuleuse. Cet objet, lui, se trouve gardé au Metropolitan. Puis il faudrait presque arrêter là-dessus, mais je n'ai pas pu m'empêcher de vous apporter un des 10 plus beaux objets du monde. Bien sûr, je n'engage que moi, mais c'est tellement fabuleux que je devais vous le montrer. C'est naturellement le point d'ordre de ce qui se précédait, une pièce de jade encore, mais vraiment une des plus belles choses qu'on ait jamais faites. C'est la tasse à vin de Jahangir. Il l'a d'ailleurs légué à Shah Jahan. Et Shah Jahan y avait taillé son nom. Donc vraiment, 2 Moghols ont bu là-dedans. Ce qui montre bien qu'ils avaient bon goût, tout simplement. Alors c'est un jade blanc, comme vous pouvez voir, en forme de fleur, mais qui se résout-balance dans cette sorte de tête de bouquetin qui est absolument prodigieuse. Alors, je vous ai amené bien sûr le recto, mais je voulais aussi vous montrer le verso, car il faut voir que toute la fleur repose sur l'espèce de lotus au pétale comme chiffonné, qui est une œuvre sur le plan de la taille de pierre, qui est indicible. Si donc ces quelques documents vous ont convaincu que vraiment, non seulement Fatehpur est un écrin prodigieux, mais que les joyaux intérieurs étaient inouïs, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de vous souhaiter joyeux Noël, bonne année, et vous retrouvez bientôt.